Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Bonjour à tous et Oui, bienvenue dans le goût du savoir et surtout joyeuse Pâques, joyeuse Pâques. J'espère que vous êtes partis chasser les œufs dans le jardin ce matin avant d'être avec nous. On est très heureux de vous retrouver ce matin pour une émission exceptionnelle avec entre autres ma copine Christina Cordula qui sera notre invitée du jour. Autrement dit, on va marcher sur des œufs. C'est normal. Merci à vous d'être là. Merci à tous les profs, évidemment. Fabriquer cette émission, c'est un petit peu comme les 12 travaux d'Hercule, mais on y arrive petit à petit. D'ailleurs, c'est pas la 12e émission, c'est la 13e cette semaine. Donc bravo à tous les profs et merci aussi à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, à regarder les replays. En plus, aujourd'hui, comme à chaque fois, on va avoir des cours tout neufs de Pâques. Bien sûr. Et bien sûr, likez la chaîne, abonnez-vous, soyez hyper actifs pour l'émission, vous pouvez nous poser des questions. Je vois, il y a des gens sur le chat, notamment Ludovic qui était très déçu la semaine dernière, puisque ça ne marchait pas, on avait des gros problèmes techniques, mais cette semaine c'est bon, tout va bien, on est de retour à la maison, ça devrait marcher. N'hésitez pas à parler de l'émission maintenant autour de vous, même là vous pouvez prendre votre téléphone, appeler un pote et dire va sur le YouTube d'Alex Good, tu vas pouvoir voir la super émission, il y a un sommaire absolument génial, et d'ailleurs on va découvrir tous ceux qui vont commencer l'émission avec nous. Alors Vincent Cassel a eu le César, et tel son idole, on lui réserve à chaque semaine un prix du meilleur acteur de la classe quand il nous lit un livre. C'est notre ami Nicolas. Salut Nicolas, attends, je t'ai là, voilà, tu es là. Salut mon Nico. bonjour. Comment ça va? Eh ben, ça va? Tu as un petit pousson? Un petit poussin? J'ai un petit poussin, mais parce que ce matin je suis allé chercher les œufs dans le jardin et j'ai trouvé un petit poussin qui est sorti de l'œuf. Un petit peu comme ta coiffure, tu vois, on dirait un Qu'est-ce poussin que qui est c'est la sorti ma de l'œuf. coiffure? Oui, Bah, c'est un petit c'est vrai que je poussin qui est suis pas sorti très de bien l'œuf, coiffé. voilà. Je reconnais, mais je suis jamais très bien coiffé, tu sais, tu me connais. Mais si, voilà. Bon, en tout Mais cas, j'ai tu aussi nous un apportes des lapin, pousins. comme T'es où c'est toi? Pâques, T'es hein. chez toi ou t'es où? T'es dans une douche ou un Je sauna? suis à la loupe chez des amis. C'est quoi la loupe? C'est un pays la loupe? C'est un charme, on est dans le Perche et on est près de Chartres et c'est un village absolument sublime. En tout cas, je Voilà. constate qu'il y a mieux Internet qu'à Vichy. Ce qui déjà Oui. est, ce qui déjà est pas mal. Et pas mal. Bravo, bravo à toi d'être avec nous. Pourquoi tu as écrit Nico le Croco ce matin? C'est entre nous, ça les Nico, amis. Il s'est mis Nico le Croco, un pseudo. Pourquoi? Nico le Croco parce que pour changer un petit peu. Voilà, en général c'est Vincent Cassel, je dis bon Nico le Croco c'est un peu plus personnel. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Alors, le professeur Tournesol lui-même dit que c'est son meilleur élève. Le problème, c'est que Gaston Lagaffe dit exactement la même chose. C'est Adrien. Bonjour, mon Adrien. Salut à tous. Ça va bien? Salut. Ça va et vous? Bah, ça va super dès qu'on te voit, que t'es hyper souriant comme ça. Et puis enfin, tel Mario et Luigi, qui cartonnent sur les écrans de cinéma depuis mercredi, sont un peu les plombiers des maths, ceux qui déverrouillent toutes les appréhensions, les formidables. Nico et Cyril, tout, ils sont là, regardez. Hop, il y a Nico qui est là, qui s'est coiffé Salut. avec une bombe ce matin, et Mario qui est de retour évidemment. Et voilà, tu parles de Mario, il Notre ami arrive. Mario qui est en pleine forme. Vous avez été voir le film ou pas les amis? Pas Non, pas encore. encore. C'est un immense carton. Moi, j'ai déjà vu 3 fois. Il est absolument incroyable. Donc, je vous conseille d'aller le voir, évidemment, vous aussi qui l'ont regardé, les enfants qui l'ont regardé, les parents. Bref, c'est bien. Vous avez chassé les œufs ou pas encore? Non. Tout à l'heure. Tout à l'heure. En tout cas, je vois qu'aujourd'hui, Nico a particulièrement fait attention à son look. Nico des J'ai même un maths, lapin. puisqu'il sait qu'il aura Christina face à lui tout à l'heure. Il a sorti la Ouais. petite chemise. J'ai sorti la chemise. C'est beau, bravo. Alors on va regarder ensemble le sommaire un petit peu fou de cette émission. Nous avons le champ lexical avec Nicolas qui va ouvrir le bal de Pâques tout de suite. Ensuite on aura en géographie pour la première fois, premier cours de géo, les grands types d'agriculture. En SVT, Adrien nous parle de la structure de l'œil. Invité donc Christian Cordula. En danse, on va danser le Charleston avec Johan ce matin. En maths, on parlera des durées. En psychopédagogie, Cécile nous fera la différence entre l'attention et la concentration. Et puis enfin, pour l'écolo labo, nous apprendrons à faire des bombes. Enfin, rassurez-vous, ce sont des bombes bien sympathiques. Ce sont des bombes de graines. Nicolas, c'est Pâques. Normalement, Oui, on cherche les œufs dans le jardin, mais toi, tu es beaucoup plus ambitieux que ça, évidemment, puisque toi, tu cherches carrément les œufs dans des champs, c'est ça? exactement. Ah oui, tu es Exactement. complètement fou. On y va, c'est parti. Et oui, les œufs de Pâques dans les champs ce matin, puisqu'on va parler de champs lexicaux. Quesaco, le champ lexical. Alors on commence par le chant tout court, CHAMP.
Un champ, eh bien, c'est un endroit, une grande étendue dans laquelle on peut trouver des éléments très variés. Ça peut être des carottes, des pommes de terre. Ce matin, en France, j'imagine beaucoup de chocolat, des poules, des cloches, voilà, suite aux averses nocturnes. Et puis en français, quand on étudie le français, on parle de champ lexical. Alors, le champ lexical, c'est assez particulier. C'est en effet une grande étendue, c'est-à-dire un texte, dans laquelle on trouve des mots ou des expressions qui se rapportent à un même thème ou une même idée. Alors ça, c'est notre petit panneau numéro 1. Voilà, l'ensemble des mots et expressions, comme je viens de dire, qui se rapportent à un même thème ou une même idée. Alors, ça peut être des mots extrêmement variés, et les mots au groupe de ce même champ lexical peuvent appartenir à des classes grammaticales différentes. Ça veut dire qu'une classe grammaticale, c'est une nature. Vous vous souvenez, hein, verbe, nom commun, adjectif, adverbe, enfin, tout est possible. Et on commence directement avec un exemple. Voici une phrase dans laquelle on va retrouver justement les mots ou les groupes de mots qui sont liés au champ lexical de la vitesse. Alors, en pleine course, le bolide rouge quitta la route comme un éclair et fonça vers la falaise avant que le pilote n'actionnât à temps et promptement le frein. Promptement, ça va pour tout le monde, déjà, l'adverbe? Promptement, tu dis, c'est quoi? Ah, justement, qu'est-ce que ça signifie déjà, promptement? Rapidement, non, c'est ça? Voilà, très bien, ouais, rapidement. Alors, de ce petit texte créé par mes petites mains, eh bien, vous avez des mots et des expressions qui sont en lien avec la vitesse. Alors, on va les retrouver ensemble, et puis on va voir quelle est leur nature, leur classe grammaticale. Ah, il donne déjà la solution. Donc, alors, course et bolide. Voilà. Donc, on va peut-être écouter Adrien. Allez hop, on attaque. Alors, Adrien. Alors, dans le champ lexical de la vitesse, course, bolide, Très bien. éclair. Oui, Pilote. pilote. Très bien, font ça. Et puis même promptement. Alors, la vitesse ou le mouvement d'ailleurs, les deux sont valables. Alors, on va vérifier ensemble et on va voir quelles sont les classes grammaticales, c'est-à-dire les natures de ces mots. Course et bolide, on a un nom commun. Comme un éclair, c'est bien à la fois, c'est un groupe nominal, mais c'est aussi une expression. C'est ce qu'on appelle aussi une comparaison. Fonça, c'est un verbe qui est conjugué ici. Tiens, il est conjugué à quel temps, fonça? Bah, c'est simple. Bravo, oh là là. Et promptement, donc on l'a vu tout à l'heure, ça peut être comme rapidement, c'est un synonyme de rapidement, c'est un adverbe. Donc c'est-à-dire qu'un champ lexical, c'est pas que des noms, que des adjectifs, il y a plein d'identités différentes, qu'on appelle donc des natures et des classes grammaticales. Alors, petite question, vous voyez, à quoi ça sert un champ lexical? Donc quelle est son utilité? Alors son utilité, justement, du point de vue du lecteur, et encore plus de l'élève, donc là c'est sur le panneau suivant, qui doit analyser, repérer des éléments dans un texte, puis les associer à un champ lexical, eh bien, du point de vue du lecteur, ça permet de bien cerner de quoi parle le texte, et autrement dit son thème. Bref, on analyse mieux. Et du point de vue du créateur, c'est-à-dire un écrivain, un élève qui conçoit une rédaction, toute personne qui se consacre à l'écriture, eh bien, on crée beaucoup mieux, et ça rend le texte beaucoup plus cohérent et beaucoup plus précis. Donc c'est comme une sorte de jeu, on essaie de trouver toujours davantage de termes qui sont en lien avec un champ lexical. Alors voici les textes, tu vois, c'est comme exactement. Donc voilà, et puis surtout on va puiser dans le vocabulaire immense que nous offre une langue, parce qu'un champ lexical c'est valable en français, mais c'est valable dans toutes les langues. Alors on va voir ensemble quelques textes et on va jouer à trouver les champs lexicaux. On en a un tout premier, et on va voir ce qui compose, quel est le champ lexical général qui compose ces textes. Et le tout premier, j'hume ce poulet en imaginant qu'avant de finir dans mon assiette, il pouvait sentir le parfum des fleurs. Bah oui, pauvre poulet, avant il pouvait sentir les fleurs. Mais je salive à présent devant ce plat qui promet d'être croustillant et savoureux. Alors selon vous, quel est le champ lexical qui englobe les différents termes? On va demander à Mario. Alors Mario, très bonne idée. J'aurais dit la cuisine. Alors la cuisine, c'est pas mal, on a un petit champ lexical de la cuisine, mais je pense qu'on peut un peu élargir l'idée. On est peut-être sur le goût du savoir, comme dirait Ludovic. C'est pas mal. Alors le goût, c'est pas que le goût, parce que le goût, ça se limite au palais et à ce qu'on a en bouche, véritablement. Mais quand on a quand on a sentir, tu vois, goût et odorat. Voilà, donc on peut appeler ça les saveurs et odeurs. Ouais. Ici on a, en plus c'est intéressant parce que c'est lié vraiment c'est vraiment lié à deux sens, mais le terme de saveur
peut convenir ici. Alors humer, c'est sentir, on a parfum, on a salivé, on a croustillant et savoureux. Donc saveur et odeur ici vont convenir. On passe au texte 2. Alors là, il va être, on aime beaucoup l'art dans le goût du savoir, et vous allez voir qu'il y a un art majeur, le 7e d'ailleurs, qui est, je donne déjà presque la solution, qui est présent ici. Lorsque j'ai activé la caméra, l'actrice n'était pas prête, suite à un retard de maquillage. Le réalisateur m'a indiqué qu'en attendant, nous pouvions travailler sur le plan de la scène suivante. Grâce au scénario inventif, on ne s'ennuie jamais sur ce tournage. Je vous écoute. Voilà, Le c'est cinéma. Je vais demander à Cyril. Tiens. Tu as dit? Moi, j'ai dit le cinéma. C'est parfait. Et tu vas nous dire les mots qui conviennent, justement. Qu'est-ce que tu as repéré comme mot? Avec leur classe. Alors, il y a les cinéma, scène, maquillage. J'ai plus le texte sous les yeux, donc c'est un peu dur. Voilà, voilà. réalisateur, actrice, Ouais. scénario, j'ai peut-être déjà dit, tournage. Voilà, c'est parfait. Non. Alors ça nous prouve que le cinéma, c'est un art majeur et que c'est un art aussi qui permet de remplir beaucoup de métiers différents. Donc c'est un grand art qui offre beaucoup de fonctions différentes et donc ça réunit beaucoup de talents très variés. Et en plus, ça réunit des mots qui conduisent au champ lexical du cinéma. On passe au 3e texte. Alors attention, effrayés par la rumeur de l'arrivée imminente de l'angoissant renard, les poules activèrent le plan Vigipoupoule afin d'éloigner la menace d'une terreur généralisée. L'épouvante devait en effet être contenue, la précédente alerte ayant provoqué 15 crises cardiaques. Alors, Bravo en tout le cas champ pour lexical l'allégorie ici. de la poule qui est permanente en cette période de Pâques, magnifique. Tout à fait, on essaye, hein. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ah bah le voilà, tiens, attention. Le petit dessin. Alors, j'écoute. Peut-être Adrien, parce que Alex. tout le monde a donné son mot à dire sauf Adrien encore. Moi, je dirais la peur, là, non? Parfait, bien sûr. Avec l'adjectif effrayé, avec l'adjectif angoissant, avec l'expression plan vigipoupoule, parce que c'est quand même une sorte de menace, le mot menace, le nom commun menace, pardon, le nom commun terreur, le nom commun épouvante, et puis l'expression, bien sûr, 15 crises cardiaques. Ici, on va appeler ça un groupe nominal. Et là, évidemment, on a le champ lexical de la peur. Alors, c'est ça qui est intéressant, je m'arrête un instant là-dessus, c'est que le champ lexical, ça permet vraiment d'utiliser un vocabulaire varié, et ça évite les répétitions qui sont parfois ennuyeuses, autant pour le lecteur que pour le professeur qui corrige, que pour n'importe quelle personne confrontée à un texte. Ah oui, moi, Le je texte déteste la 4, alors. répétition. Quand je faisais les textes et tout, j'essayais de m'évertuer à ce qu'il n'y ait jamais de répétition. Donc, Tout j'ai à mis fait. le temps dans le champ lexical déjà, sans le savoir. Oui, mais c'est super. Et en plus, ça permet, ça crée une effervescence intellectuelle et ça crée une dynamique. Donc, ça permet de faire reculer les problèmes des mémoires, etc. C'est une vraie gymnastique intellectuelle. Donc, c'est vraiment intéressant. Les 2 textes suivants. Attention. Texte 4. Le guépard est un animal rapide dont la vitesse surprend les proies. Il fend l'espace comme une fusée terrestre, ne laissant aucune chance aux animaux lents, voire nonchalants. Bon, là, c'est facile, c'est la vitesse. Voilà, la vitesse, on peut même estimer que c'est le mouvement. Parce que, alors quand on parle de vitesse, ça peut être aussi la non-vitesse. À la fin, on a les adjectifs lent et nonchalant qui traduisent l'inverse de la notion de vitesse. Donc on peut estimer ici que c'est à la fois la vitesse et le mouvement qui concernent véritablement en plus le guépard qui est un des animaux les plus rapides de la planète. Avec Alex, bien sûr, dès qu'il va aux États-Unis, il est très rapide Je suis également. très rapide. je suis très Il va rapide. plus vite que le guépard. Ouais. Et le texte 5, alors là c'est un peu plus subtil. Devant les quelques gouttes de sang, Alex présenta un visage cramoisi et son cœur battit la chamade. Le rideau vermeil cachait avec peine la flaque rouge. Était-ce la trace d'un acte criminel récent? Qui a une idée? J'aurais dit le crime corporel. Ça a l'air très précis quand même. Hein. Oui, c'est un, Comme peu c'est un joli. meurtre, Non. hein, c'est un peu. Ouais, Il y a- meurtre, C'est ouais. pas très joyeux. La couleur rouge, non? Bravo, Il y a beaucoup de la rouge. couleur rouge, Oh, il est exactement. fort. Voilà, Adrien, exactement. voilà, bravo. Bravo, Adrien. Il est fort. Cramoisi, vermeil, cœur, sang, flaque Ah rouge, acte criminel. Alors évidemment, c'est une dimension un peu sombre sur le plan humain, mais ça fait aussi partie de l'existence. Et là, cette couleur rouge nous alerte immédiatement, et c'est elle qui irradie tout ce texte. Et on termine avec une très 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 belle valeur humaine, le dernier texte. Le texte 6, nous sommes admiratifs devant son courage. Il a osé affronter un adversaire supérieur en expérience. En relevant le défi, il a prouvé que la détermination et le culot peuvent conduire à l'héroïsme.
Et alors là, c'est un terme spécifique en français. Le courage. Presque le courage. Un tout petit, une variation du courage qui commence par un A. Persévérance. Ah, Par un A. j'aurais dit. Un A. C'est une variation, c'est un synonyme de courage. Évidemment, si tu dirais pas le courage, on peut accepter, bien sûr. Ah, vas-y. L'audace. Bravo! Oh là 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 là. Oh, je suis en forme ce matin, dis donc. Ah oui, vraiment. Après être passé chez le coiffeur, bravo. Quel talent. Voilà. C'est ça, Alors, mais c'est peut-être maintenant, parce que on va- tu sais, vous savez pourquoi il est autant en forme, hein, c'est parce que regardez le décor, il est de retour dans le lieu du crime, entre guillemets, il est de retour Ouais. chez sa maman, où il était pendant le confinement, et on reconnaît cette plante flétrie, on peut dire, qui était déjà là il y a quelques années maintenant, qui est donc de retour. Exactement. En forme. Et avec un panier à salade qui rappelle une centrifugeuse, mais ça, c'est encore autre chose. Ouais. Tiens, Steve Jobs, pardon. Et alors à présent, on va faire plus simple, on va voir un ensemble de mots, donc quelques petites listes, et on va tenter de retrouver le champ lexical à chaque fois. Alors, régner, puissance, sans contestation, main de fer, silence, imposé. Qu'est-ce que ça peut être déjà ça? La monarchie. On peut élargir. La dictature. Ça peut être la dictature, mais moins fort que la dictature, parfois. Bah, Mais c'est vrai que ça ressemble à la dictature. L'autorité, ouais. Ouais, l'autorité, la domination, le pouvoir, bien sûr. Alors il y a des termes qui sont négatifs, mais il y a aussi des termes qui sont plus positifs. Mais là, en effet, c'est quelque chose qui est souvent assez puissant, et les termes peuvent être négatifs. C'est par Asperge. colonne, hein. Parce que je voyais C'est pas par le colonne. lien avec C'est par asperge. colonne. moi. Oui, régnier, asperge et délice, si tu veux. Ou alors C'est main de par fer, colonne. entrecôte et... En effet. Alors, De on Vic, repasse tout, à la il est très deuxième. fort hein, dans le chat, de Vic, il est au taquet. Ouais. Ah oui, ah super. Alors, asperge, tartine, entrecôte, cabillaud, filet mignon, dévoré. Bah, j'aurais bien dit les bonnes choses, mais comme t'as mis asperge, j'hésite du coup. Oh, c'est excellent les asperges. Quand tu Le repas, ouais. et que t'as une petite sauce salade avec, c'est absolument divin. En plus, c'est la saison des asperges, ça commence. Alors, tout simplement, allez-y. Bah, les repas, enfin, nourriture, oui. Voilà, nourriture, repas, très bien. Petit Et déj. évidemment, il faut dévorer. Le dernier mot dévorer, il faut dévorer tout ce qui précède, bien entendu. Et enfin, on termine avec délice, jouissance, sourire, savoureux, volupté et massage. Le point commun entre tous ces mots. Bah, c'est que c'est agréable. La joie. Le zèle. Plaisir. Le plaisir, ouais, le plaisir. Ouais. La joie, bien sûr, mais le plaisir, il y a encore plus de... Il y a l'idée du plaisir dans la volupté. Voilà, donc autorité, domination, pouvoir, nourriture, plaisir. Et pour finir, ce tout dernier champ lexical, lentille, glace, verre, branche, lunettes. Ah bah oui, mais là t'as fait exprès, on dirait. Ouais. Exactement, j'ai fait exprès, oui. C'est pour vous montrer la polysémie des champs L'ophtalmologie. lexicaux. Comment? Quoi? L'ophtalmologie. Mais c'est trop large. L'ophtalmologie, alors, en effet, ça peut être la vision, l'ophtalmologie, mais ça peut être aussi un autre champ lexical qui n'a aucun rapport. Parce que- C'est pas lié à la nourriture un peu, parce que lentille, Tout à fait. glace, Ouais, mais Exactement. des lunettes. voilà, lunettes, Donc, c'est les c'est- gâteaux, donc C'est Ah. la vision et c'est la nourriture. Exactement. Alors, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. On peut voir le panneau suivant qui nous le confirme. Alors d'abord, c'est le principe de polysémie, c'est-à-dire qu'un même terme désigne plusieurs sens. Les lentilles, c'est à la fois ces petites pastilles qu'on peut mettre sur l'œil pour qui remplacent les lunettes, mais c'est aussi le légume qu'on peut manger. La glace, ben voilà, ça peut être le verre des lunettes, et pareil, c'est ce qu'on peut manger, ce qu'on peut consommer. Les verres, eh ben, on met des verres à table, pas de souci, donc ça fait partie de la nourriture. On mange pas le verre, bien sûr, hein, on boit son contenu. Et puis c'est bien sûr les verres des lunettes, les branches de lunettes, mais c'est aussi des branches de brocoli, on peut en manger. Ou d'épinards. Et enfin, les lunettes sont les lunettes que j'ai sur la tête moi-même, mais c'est aussi le petit dessert avec les deux petits cercles de confiture. Vous savez, vous connaissez les lunettes, vous voyez ce que c'est? C'est bon ça. Ouais. C'est ça. Donc voilà, je voulais c'est juste ça, finir c'est avec le champ de la vision, je voulais juste finir sur ce petit clin d'œil. C'est très beau, dis donc. Alors là, le champ de vision, sur les champs lexicaux, sur la vision, on sent Ouais. qu'il y a du boulot quand même. Ah, il y a Bravo. beaucoup de clins d'œil aujourd'hui. Ouais. Eh oui, bravo Nico, hein, c'était absolument merveilleux comme toujours. J'espère que vous aussi ça vous a plu. Donc likez à Donf et abonnez-vous. Quel bonheur. D'ailleurs, tu sais quoi? Isa et José sont coordonnés avec toi. En effet, pour la première fois, quand on parle de jardin et de champ, ils ont décidé de nous faire le premier cours de géographie, de l'histoire, du coup du savoir. Alors ça se fait. C'est parti. Incroyable. C'est parti.
nous offrent donc leur premier cours de géographie. Ils avaient joué cette semaine suite à la demande d'un de nos fidèles spectateurs. Vous allez découvrir lequel. On va parler des grands types d'agriculteurs. On va découvrir que les œufs en chocolat ne poussent pas dans les champs, mais qu'on peut y faire beaucoup de choses. Vous allez voir, c'est un cours ultra complet, ultra blé complet même. Oui. Blé complet. On prépare pas notre cours aujourd'hui, José? Je sais pas, j'ai pas d'idée, je suis pas inspiré sur ce qu'on pourrait faire. Ouais, il me semble pourtant que nos amis qui nous regardent tous les dimanches nous avaient demandé quelque chose. Ah oui, c'est Quentin. Il nous a demandé de parler des espaces ruraux. Et des espaces agricoles dans le monde. Oh, bon bah alors. C'est parti! Oui. Oui. Les espaces ruraux et les espaces agricoles. Alors, quand on parle d'espace rural, de quoi parle-t-on? Oui. Eh bien, un espace rural, en gros, c'est ce que le grand public appelle la campagne. C'est, si on veut une définition très simple, le contraire de la ville. Regardons cette image. Nous sommes ici en Lorraine. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Peu d'habitations, un paysage plutôt bucolique. On est dans un climat tempéré en France, donc du vert, de la végétation, des arbres. Au fond, on devine des champs agricoles. Très peu de monde, voire pas du tout sur cette photo. Voilà ce qu'on dit pour parler d'un espace rural. Oui, mais José, il existe qu'un seul type d'espace rural ou il y a plusieurs types d'espaces ruraux? Ah non, il y a plusieurs types, on va voir ça tout de suite. Alors, on peut d'abord parler des espaces ruraux profonds, certains parlent d'hyper-ruralité. Regardez ce paysage. Nous sommes ici à Oust, ça ne s'invente pas. On est en Ariège, dans le sud de la France, tout près des Pyrénées. Alors, regardons cette photo de plus près. Effectivement, on parle de rural profond. Pourquoi? Très peu d'habitations. On les voit au deuxième plan un petit peu à droite, une grange, une étable au premier plan, quelques bêtes qui sont en train de paître, et puis partout, la nature. C'est un milieu finalement qui n'a pas été très transformé par l'homme. C'est vraiment la ruralité telle qu'on se l'imagine dans les stéréotypes quand on recherche le calme. C'est la ruralité isolée. On voit bien qu'on est loin ici des grands centres. On voit pas de route. On imagine bien qu'il n'y a pas une connexion extraordinaire. Bref, c'est ce qu'on appelle en géographie aussi un espace enclavé. Bon, t'as encore une question, c'est ça? Oui, tu le sais bien, j'ai toujours des questions, moi. Tu nous as parlé d'espaces ruraux, enclavés, isolés des villes. Ma question, c'est, est-ce qu'il y a des espaces ruraux proches des villes? Ah, mais ça, c'est une excellente question. Regardons cette fois-ci cette nouvelle image. Alors là, c'est tout à fait autre chose. C'est un espace rural parce que, regardez, ce qui domine sur la photographie, notamment au fond, on voit des champs agricoles, très peu d'habitations. Mais au premier plan, on voit ici, eh bien, une petite ville, une agglomération, puisque nous sommes en banlieue parisienne, à Tremblay en France. Et ça, c'est un espace rural qui a été progressivement grignoté par des habitants qui proviennent de la ville. On parle ici de périurbanisation ou de rurbanisation. Rurbanisation, rur comme rural, et urbanisation comme l'urbanisation. La ville, en quelque sorte. Et effectivement, une majorité des habitants qui vivent dans ce type d'espace travaillent en ville, fait ses loisirs en ville, voire poursuit des études, a accès aux services dans une ville proche. Ici, je vous l'ai dit, on est dans la banlieue parisienne, donc la grande ville à côté, c'est Paris. C'est un espace rural, certes, mais c'est un espace rural très connecté à la grande ville. Alors, tu nous as parlé d'espaces ruraux, cette fois-ci, très connectés à la grande ville, mais relativement peuplés. Je crois savoir qu'il y a quand même des espaces ruraux très connectés à la grande ville, mais très peu peuplés. Ah, mais tu connais très bien ta leçon. Elle a raison. Quand on regarde cette photo, eh bien ici, on est dans la Beauce. Ce sont de très grandes plaines céréalières. On y pratique une agriculture qui vise à l'exportation. On va pas vendre dans un petit marché local, ça va être de très grandes quantités, on produit avec des machines sur de très grandes surfaces, et ça c'est dédié à l'exportation. Alors là on est connecté bien sûr, puisque on exporte partout sur la planète, mais regardez la photo, c'est quand même très isolé, on voit pas beaucoup d'habitations ni rien.
c'est un espace rural, ce n'est pas la rurbanisation, mais c'est un espace rural connecté. J'ai dit activité agricole. Dis donc, Isa, il y a plusieurs types d'agriculture aussi, je crois. Alors maintenant, on va passer aux différents types d'agriculture qui existent dans le monde. Alors d'abord, l'agriculture, ça sert à se nourrir. Et le premier type d'agriculture qui a été le plus répandu pendant des millénaires, c'était l'agriculture vivrière, celle qui sert à nourrir l'agriculteur et sa famille. Alors on voit dans cette image que cette agriculture, elle se pratique, avec des outils traditionnels, puisqu'on ne cherche pas à avoir de gros rendements, à produire beaucoup. Cette agriculture, elle est pratiquée encore aujourd'hui dans de nombreux pays qu'on appelle des pays en développement. On en trouve beaucoup en Afrique notamment. Oui, bon, d'accord, Isabelle, mais enfin, Alex, par exemple, quand il va acheter ses 12 kilos de céréales quotidiens qu'il consomme au petit déjeuner, tu vas pas me dire que ces céréales proviennent de l'agriculture vivrière? Eh bien non, ces céréales, elles proviennent de l'agriculture productiviste, celle qui sert à vendre, celle qui sert à produire énormément, celle qui permet d'exporter partout dans le monde. Cette image, elle nous montre justement une agriculture productiviste. Nous sommes dans les grandes plaines américaines, on est au centre des États-Unis et on voit des champs de céréales à perte de vue. Et ces champs de céréales, ils sont exploités grâce à des machines, des tracteurs qui permettent de produire énormément. Mais tu parles d'agriculture productiviste pour produire de très grandes quantités. Mais moi, j'en connais d'autres, des agricultures où on produit de très grandes quantités pour nourrir beaucoup de personnes. Et oui, c'est la riziculture en Asie. Alors, nous voyons ici une rizière, c'est-à-dire un champ de riz. Alors, la particularité de la riziculture, c'est qu'elle a besoin de beaucoup d'eau et aussi de chaleur. On dit que le riz, il pousse les pieds dans l'eau et la tête au soleil. En fait, cette riziculture, elle permet de nourrir énormément de personnes, les grandes populations asiatiques, et en même temps, elle permet aussi d'exporter du riz dans le monde entier. Alors, ça donne des paysages très particuliers et souvent très beaux. Ici, nous avons une rizière en terrasse, et vu du ciel, ça donne des sortes de patchwork et de mosaïques. Alors, il existe un autre type d'agriculture. Et c'est celle que nous consommons ici dans cette maison. C'est l'agriculture bio, c'est-à-dire biologique. Une agriculture qui essaie de protéger au maximum la planète. Elle n'utilise pas d'engrais, elle essaie d'utiliser moins d'eau, elle est raisonnée. On essaye, encore une fois, de protéger la planète. Alors, elle produit beaucoup moins, elle est un petit peu plus chère, mais elle est meilleure pour l'environnement. Alors ces dernières années, il y a un dernier type d'agriculture qui s'est développé, c'est l'agriculture urbaine. Eh ben oui, comme sur cette photo, regardons-la. On est à côté de New York, en pleine ville donc, et qu'est-ce qu'on voit sur le toit de cet immeuble, Isabelle? Mais on voit des bacs dans lesquels poussent des laitues, des carottes, des tomates, des piments. Incroyable, non? Eh bien oui, mais surtout ça montre que du coup, on est en pleine ville, il faut pas confondre espace rural et espace agricole. Bravo, alors là, bravo, ça peut dire, bravo les gars. C'était magnifique ce tour. Parce que c'est beau que les rizières. Dis donc, c'était beau les rizières. Vous avez vu ça? Ouais. C'est sublime. Une œuvre d'art. Magnifique. Alors les petites apparitions de José avec les carottes et la tomate, c'est un peu cool. Je pense que je ne sais pas comment avec Fred, notre rédacteur. Je sais pas comment Isa l'a fait pour garder son calme. Voilà, on va mettre ça dans la nouvelle bande-annonce, je pense. En tout cas, vous l'avez vu, c'est vous qui avez demandé ce cours et on l'a fait. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous poser des questions. Adrien, ça t'a plu? Énormément. Est-ce que tu as tout bien regardé avec tes jolis yeux? J'ai tout regardé. Non, c'est très important entre de bien quatre yeux. regarder. D'ailleurs, tu vas nous expliquer tout de suite comment ça marche, juste avant que Christina, ma chérie, n'arrive. Alors, comme c'est Pâques, Adrien, tu as voulu nous parler non pas des œufs de Pâques, mais bien des yeux de Pâques. Pas du tout pareil. Des yeux, exactement. Je vais vous parler des yeux de Pâques. Alors, l'œil, c'est l'organe spécialisé dans la vue. Il ne pèse que quelques grammes. Moi, je suis venu là avec un modèle un petit peu plus gros. J'ai toujours eu les yeux plus gros que le ventre. Une petite maquette qui va nous permettre de mieux comprendre quelle est la structure de l'œil. Et ensuite, je vous proposerai quelques petites expériences amusantes
pour en savoir un petit peu plus sur une partie de cet œil qu'on appelle la rétine. D'abord, c'est quoi un œil? Eh bien, on va l'ouvrir, ce gros œil que j'ai apporté ici. Cet œil, donc, il est sphérique et on le voit, il y a une première couche qui est toute blanche ici, que l'on appelle la sclérotique. Cette sclérotique, elle laisse place vers l'avant à une sorte de hublot. Cet hublot, ici, c'est la cornée. On va ouvrir notre œil et on va voir que à l'intérieur, on retrouve une deuxième couche. Cette deuxième couche, c'est ce qu'on appelle la choroïde. Elle est riche en vaisseaux sanguins que l'on voit ici sur mon modèle et elle est opaque, de sorte que la lumière qui rentre à l'intérieur de l'œil, elle ne peut passer que par ce petit trou ici que l'on appelle la pupille. La pupille, c'est un petit trou, un orifice ici au niveau de l'iris, prolongement de la choroïde et qui donne la couleur aux yeux. Ici, par exemple, l'iris est bleu. Moi, j'ai l'iris marron. Ah oui. Si j'enlève cette couche de choroïde, hop, je retrouve des choses à l'intérieur de mon œil. Notamment, juste derrière l'iris, ici, le cristallin. Le cristallin, c'est une loupe assez souple et déformable qui permet de projeter la lumière sur un écran situé au fond de l'œil et qu'on appelle la rétine. Entre la cornée et l'iris et entre le cristallin et la rétine, on retrouve des masses un peu visqueuses, riches en eau. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette rétine aujourd'hui, cet écran qui est situé au fond de l'œil. C'est lui dont on va parler. Et pour en savoir un petit peu plus sur cette rétine, je vais vous proposer plusieurs expériences. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, c'est vous qui allez les réaliser, ces expériences. Oula. Première expérience. Je vais vous demander de prendre un ensemble de crayons de couleur ou de feutres. Ok. Vous les avez? Bah, on n'avait pas prévu le coup, mais moi j'en ai sous la main, ça tombe bien. Ouais, aussi. Si vous avez des crayons de couleur à côté de vous, vous pouvez faire l'expérience à la maison aussi. Mélangez vos crayons de couleur ou vos feutres et prenez-en un sans regarder. Là, j'en ai mis un derrière moi, je n'ai pas vu sa couleur. Oui. Ensuite, vous allez placer ce crayon de couleur derrière votre oreille sans le regarder. Hein. Ok. Vous le placez derrière votre oreille, à l'horizontale, et pendant toute la suite de l'expérience, vous allez garder votre regard dans le mien. Vous ne quittez pas des yeux. Hein. Ok, on ne quitte pas les yeux, on te Vous regarde. trichez pas, vous regardez pas le crayon, vous me Non, on te regardez regarde, moi. toi. On te regarde toi. Petit à petit, vous allez faire avancer le crayon tout en me regardant dans les yeux. Oui. Et vous vous arrêterez dès que le crayon apparaîtra dans votre champ de vision. Bah, je le vois moi là. Là aussi, ouais. Là, par exemple, je le vois, je m'arrête. C'est le cas pour vous? Oui. Oui. Vous vous êtes arrêté, ça veut donc dire que vous avez perçu la présence de ce crayon. Maintenant, gardez le regard dans mes yeux. Est-ce que vous pouvez me dire avec certitude quelle est la couleur de ce crayon? Non. Certitude, non. C'est pas facile, hein? Bah non. Pour pouvoir dire la couleur, il va falloir continuer à rapprocher le crayon. Ah, le mien, il est jaune. Mais il y a un moment où on voit le crayon et pourtant, on ne peut pas dire quelle est sa couleur. Eh bien, ça, c'est dû à une particularité de la rétine. Effectivement, au niveau de la rétine, on retrouve deux types de cellules capables de capter la lumière. Les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets, contrairement aux cônes, ils ne permettent pas de distinguer les couleurs. Or, les bâtonnets, ils sont davantage présents à la périphérie de la rétine. Quant aux cônes, eux, ils sont plutôt présents vers le centre de la rétine. Lorsque le crayon est apparu dans le champ de vision, son image a été projetée sur les bords de la rétine, là où il y a essentiellement des bâtonnets qui ne peuvent pas distinguer les couleurs. Donc, on avait perçu la présence du crayon, mais on ne pouvait pas dire sa couleur. Et ça, c'est assez marrant, parce que
c'est ce qui explique aussi l'origine biologique de l'expression « la nuit, tous les chats sont gris ». Parce que les cônes qui permettent de distinguer les couleurs, ils ont besoin d'une luminosité plus importante pour s'activer. La nuit, il n'y a pas énormément de luminosité, donc ces cônes ne s'activent pas. On arrive à distinguer par exemple la présence d'un chat, mais ce sera plus difficile de dire quelle est sa couleur. Ah, on apprend vraiment des trucs tous les jours dans cette émission. C'est stupéfiant. Merci Adrien pour cette info fabuleuse. Eh oui, on fait du français en sciences, des sciences en français. Dans le goût du savoir, c'est formidable. Alors, c'est pas tout. J'ai d'autres expériences à vous proposer pour en savoir encore plus sur la rétine. Nouvelle expérience. Alex, si tu veux bien projeter à l'écran une petite croix et un gros point noir. Alors, ça arrive, mais je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Alors, attends, je vais le faire en manuel. Voilà. Voilà. Donc, vous avez ici à l'écran un gros point noir et une petite croix. Je vais vous demander de masquer votre œil droit avec votre main. Et avec votre œil gauche, de fixer la petite croix. Attention, vous ne la quittez pas des yeux. Hein. Tout comme tout à l'heure, vous ne me quittiez pas du regard, là vous ne quittez pas de l'œil, la petite croix, avec l'œil gauche donc. Et vous allez vous rapprocher tout doucement de votre écran. Ah, j'y suis là, à une certaine distance, est-ce que vous ne voyez pas quelque chose d'étonnant apparaître? Il disparaît. C'est disparaître surtout. Exactement, c'est quelque chose qui disparaît. Le gros rond disparaît. C'est complètement dingue. À la maison, je vous conseille plutôt de faire l'expérience sur un écran d'ordinateur. Ça fonctionne aussi avec un écran de téléphone, mais il faut vraiment mettre le nez dessus pour que ce gros rond disparaisse. C'est complètement dingue. On ne voit plus à une certaine distance ce gros rond. Alors ça, comment est-ce qu'on l'explique? Eh bien, on l'explique par le fait que, au niveau de la rétine, il y a un endroit où il n'y a ni cône ni bâtonnet, aucune cellule capable de capter la lumière. Ce point, c'est ce qu'on appelle la tache aveugle. Et c'est complètement normal, cette tache aveugle, on la retrouve au niveau de chaque œil de chaque individu. Elle correspond à quoi? Elle correspond au départ du nerf optique. Le départ du nerf optique, en fait, c'est le point de départ du nerf qui va relier l'œil au cerveau et envoyer les informations provenant de l'œil jusqu'au cerveau. Cette tache aveugle, ce départ du nerf optique, il est situé ici à l'arrière, derrière l'œil. Lorsque, à une certaine distance, on fixait avec l'œil gauche la petite croix. À une certaine distance, donc, l'image du rond était projetée à cet endroit exactement, au départ du nerf optique, là où il n'y a ni cône ni bâtonnet. Donc on ne percevait plus la présence de ce gros rond noir. Alors on ne voyait pas un vide, on voyait du blanc à l'endroit où normalement on aurait dû voir ce gros point noir. C'est parce que notre cerveau est capable de combler ce vide, entre guillemets, dû à la présence de la tache aveugle à partir des images environnantes. Là, sur l'image que tu as projetée, Alex, autour du gros point noir, du gros rond noir, on avait du blanc. Notre cerveau, du coup, a compensé cette absence d'information en remplaçant l'image du point noir qui ne lui parvenait pas par du blanc. C'est fou. Complètement dingue, hein. C'est absolument stupéfiant. A-t-on une dernière expérience? Et alors, pour une fois, les expériences marchent. Hein. Et pour une fois, les expériences marchent. C'est peut-être parce que c'est vous qui les réalisez. Attention, on t'a à l'œil, Adrien. Pardon? On t'a à l'œil, Adrien, attention. Oui. Ouais. Et justement, dernière expérience. Donc, ouvrez l'œil et le bon. Je vais vous demander de vous munir cette fois-ci d'un petit tube. Genre un rouleau de papier toilette ou rouleau d'essuie-tout. Ce petit tube, vous allez le prendre avec la main droite, le mettre devant votre œil droit. Cette fois-ci, vous gardez les deux yeux ouverts, vous regardez droit devant vous, et avec la main gauche, vous allez venir placer votre tranche le long du tube. Elle a un trou. Et ouais, vous voyez un trou dans votre main, c'est complètement dingue.
On a l'impression que la main est trouée. Alors ça, à quoi c'est dû? Non, Eh bien, c'est lié à la capacité du cerveau à percevoir les reliefs. On dirait un pirate, Nicolas. ouais. En effet, en raison de leur écartement, les deux yeux, ils ne reçoivent pas exactement les mêmes informations. Ce sont pas exactement les mêmes images qui vont se projeter sur la rétine de l'œil droit et sur la rétine de l'œil gauche. Au niveau du cerveau, arrivent alors deux informations qui sont légèrement différentes. Et c'est le cerveau qui est capable de recomposer ces deux images. Ainsi, dans cette expérience, en recomposant les deux images, on a l'impression d'avoir un trou au niveau de la main. Notre cerveau, on a ainsi réussi à le tromper et il va nous donner une interprétation erronée de la réalité. C'est beau. C'est marrant. En fait, il comble aussi, non? C'est le même principe, Alors là, c'est une superposition. D'accord. C'est une recomposition des deux images qui sont un petit peu différentes. Et c'est grâce à cette recomposition des deux images provenant des deux yeux que l'on peut avoir la perception des reliefs. De profondeur. Et dans mon expérience, l'information arrivant de l'œil droit était celle d'un trou, en quelque sorte. Je ne voyais que à travers, il est où? Il est là, mon rouleau de papier toilette. Celle arrivant de l'œil gauche, c'était l'image de ma main. En recomposant les deux, mon œil, mon cerveau me donne l'impression d'avoir un trou dans la main. Eh ben c'est beau, franchement c'est un gour qui nous C'est le même principe avec les lunettes de couleur rouge et bleu, non? En fait. Oui, exactement, c'est le même principe quand on regarde. Ouais, c'est exactement le même principe quand on regarde un film en 3D. En réalité, ce film, il a été tourné avec des caméras différentes. Les deux images fournies par les deux caméras sont légèrement différentes. Le fait de mettre des lunettes 3D nous permet de superposer ces deux images et du coup d'avoir cette sensation de relief. C'est beau, on peut applaudir bien fort Adrien les amis, bravo, Ouais, bravo bravo. Adrien, bravo pour ce formidable cours, j'ai tout compris, c'est formidable. Tiens-toi après parce que tout à l'heure, si j'oublie tu me le rappelles, je vais te poser une question essentielle pour Pâques. Je vais D'accord. Mais comme on est un petit peu en retard, on y va. Mon Nico, tu vas nous quitter je crois, amuse-toi bien ce dimanche, rendez-vous dimanche prochain, sera quoi le cours? Là, c'est un conseil lecture, un livre génialissime avec une particularité vraiment unique. C'est La loi du roi Boris, l'histoire d'un roi fou. Quel suspense, on découvrira ça la semaine prochaine. Merci beaucoup à toi, tu vas être remplacé par la délicieuse, la merveilleuse, la magnifique Christina Cordula. À bientôt mon Nico. À bientôt. Mesdames et messieurs, nous avons la chance d'être avec ma chérie, l'icône numéro 1 de la mode. Bonjour du Christina. relooking, la star incontestée en France et même dans le monde de la beauté, mais aussi parce qu'elle est elle-même complètement sublime. Merci d'être avec nous ce matin, Chris. Tu es comme toujours magnifique, mais ça, c'est pas très étonnant puisque justement, maintenant, tu as ton propre maquillage. Magnifique, ça s'appelle. Regardez ça, les amis. Je vous ai préparé une petite vidéo de folie. Hop. Looking at me, boy. Yeah, looking at me, girl. If you're gonna make me mad, make me bad, make me bad. C'est magnifique! Ah oui, quand même, on t'entend. On reconnaît cette voix légendaire qui fait rire tous nos profs. Je te présente Adrien, le prof de SVT, et Nico et Cyril qui sont nos profs de maths. Bonjour. Alors, magnifique. Salut. C'est un peu la suite logique de l'aventure, en fait, puisque t'es connu maintenant worldwide, dans le monde entier pour ton relooking. Et tu t'es dit, je vais faire ma propre gamme de maquillage, en fait. Oui, parce que c'est, comme tu dis, hein, Alex, c'est le prolongement de mon travail, parce que le maquillage, c'est la série sur les gâteaux quand on veut améliorer l'image de quelqu'un. Et j'ai toujours été une passionnée de maquillage. J'aurais pu, beaucoup de gens m'ont posé la question, pourquoi tu fais pas une ligne de vêtements? Mais en fait, je voulais quelque chose de nouveau dans ma vie, parce que les vêtements, je sais à peu près comment ça marche, les tailles, les stocks, toutes ces choses-là, où fabriquer. Et moi, je voulais me lancer dans un challenge vraiment que j'ai jamais fait dans la beauté. Et le maquillage, ça va de soi parce que je suis passionnée. Et puis, c'est un maquillage qui est complètement clean, vegan,
avec des excellentes notes sur Yuka. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche, ça prend beaucoup de temps pour faire ça et c'est passionnant. J'apprends beaucoup de choses, c'est super. Et puis moi, ce que je veux, c'est créer une ligne de maquillage qui soit pas compliquée pour toutes les femmes, parce que nous les femmes, on n'a pas 1 heure devant le miroir pour se faire le maquillage comme on voit dans les réseaux. Alors moi, je voulais vraiment des maquillages qui soient de bonne qualité, qui apportent des soins avec des ingrédients brésiliens en plus, et que ça soit très facile à utiliser. Donc voilà, c'est mon challenge. Donc dans mon site internet et dans mes réseaux de Magnifique, il y a plusieurs types de maquillage. Il y a le coaching du maquillage que je donne. Donc comment réaliser des maquillages, par exemple, pour aller en mariage, pour aller travailler, pour les week-ends, ou alors maquillage si je porte des lunettes. Donc il y a beaucoup de maquillage facile à faire en 15 minutes, pas plus que ça, pas à pas, avec moi, avec de maquilleurs. Bon, enfin bref, en fait, ma cliente, celle qui achète Magnifique, elle ne va pas être perdue. Elle va être guidée de A à Z et avec un but en plus d'apporter du soin et d'être magnifique à la fin. Bah, c'est le but, c'est ça qu'on veut, c'est être complètement magnifique. Et tu as dit il y a des ingrédients brésiliens parce qu'on le rappelle quand même, tu es brésilienne. Exactement. Alors, ce que je voulais avec ma marque, c'est montrer vraiment ma personnalité, ce que je suis, vraiment que ça soit une expression vraiment de la personne ce que j'aime, de ce que je suis. Et moi, ce que je suis, j'ai mon cœur qui balance entre les deux pays. Je suis née au Brésil, j'adore mon pays, j'adore la culture que j'ai. Vraiment, je voulais vraiment montrer dans mon produit ce côté solaire du Brésil, ce côté de good vibes du Brésil, de lumineux, de bonne humeur du Brésil, avec le chic de la France. Parce qu'il faut pas oublier que ça fait plus de 30 ans que j'habite en France et j'adore ces pays, j'admire énormément. Vraiment, j'adore la France et moi je trouve qu'il y en a pas des pays plus sophistiqués, plus chics que les produits français. Donc, je voulais les deux. Donc, par mon emballage, on peut avoir vraiment le côté sophistiqué, le côté... on va voir, mon emballage, elle est élégante, mais avec des couleurs du Brésil, c'est vert, et en rappelant aussi des lignes du modernisme brésilien, qui sont des lignes très épurées. Et puis voilà, il y a des produits d'excellente qualité, qui c'est la clé du succès, quoi, parce que en fait, on a beau faire de jolis emballages et tout ça, mais les produits, il est de très très bonne qualité. Eh bien, un très bon produit. J'ai 90% sur Yuka, en fait. Et Yuka, c'est quoi? C'est un truc qui note les produits de maquillage, c'est ça? Oui. Yuka, c'est une application qui scanne les codes barres de tout, hein, même de la nourriture, tout ce que les crèmes, le maquillage. Et lui, il fait un scan de ça et il nous dit combien de pourcentage d'allergènes ou cancérogènes, tout ça, cancérogènes. Et moi, c'est comme je suis clean et magnifique, j'ai de très très bonnes notes, ce qui est très important. Alors, on a pas mal de questions à te poser, Christina, pour comprendre comment t'en es arrivé là. En tout cas, tu l'as dit, hein, ça te prend beaucoup de temps en ce moment et ça rejoint peut-être une des questions qu'on a reçues pour toi, que je vais te poser. Il y a quelqu'un qui me dit on ne te voit plus assez à la télé. Qui nous a dit on ne te voit plus assez, Christina, quand est-ce qu'on va la revoir? Moi, je sais que tu travailles sur des nouveaux projets d'émission. Exactement. Moi, je suis pas à la télé depuis, nous sommes au mois de mars, depuis peut-être au mois d'octobre, je crois. Ça fait pas si longtemps que ça fait quelques mois. Bah, merci. Ça veut dire que la personne a envie que je revienne. Bah, je suis, dans des projets de nouvelles émissions, et puis aussi, beaucoup de travail avec ma ligne de maquillage, beaucoup de travail avec mes projets de mon agence. Je suis assez prise, mais, bientôt, vous allez me voir. Ah, ça c'est cool, c'est ce qu'on veut savoir. Bon, déjà, on te voit avec nous aujourd'hui. Ça va te permettre d'être soumise au questionnaire du Good, un questionnaire terrible. Est-ce que tu es prête? Oui. Bon, alors déjà, toi, tu étais à l'école au Brésil, pas en France. Exactement. Ah, et c'était quoi ta matière préférée à l'école? Les maths. Bah, moi, j'aimais biologie. Je sais pas si on a des cours de biologie aujourd'hui. C'est science. Ah bah si, maintenant c'est sciences de la vie et de la terre. Hein. C'est ce que fait Adrien, qui du coup est ravi. Il est très content, Adrien. C'est pas SVT. On n'avait pas vraiment. On avait biologie, géographie, physique, histoire. Il n'y a pas ça ici? Si, et en plus SVT. On a ça aussi, mais maintenant SVT, Adrien, arrête-moi si je me trompe. Tout est ensemble alors maintenant. Ça regroupe tout ça, c'est ça? Tout n'est pas ensemble. En SVT, nous, on travaille surtout sur la biologie et la géologie.
D'accord. Physique, chimie, c'est à part à partir du collège. Et histoire, géographie, c'est à part également. Ah bah Très voilà. bien. Bon, tout est clair. Au Et alors, la Brésil, matière, c'est c'est le Bien, goût. tout donc mélangé? voilà, j'aimais bien biologie. J'aimais bien chimie aussi. J'aimais bien chimie. J'adorais histoire. Moi, j'aimais beaucoup histoire. Voilà, mais j'étais mauvaise en maths. Alors là, je Oh, mais non! Mais l'envol non! des maths, j'ai pas de Christina, mais cerveau. non! Les maths, Je c'est n'ai pas de génial! cerveau. Mes parents, ils ont beaucoup dépensé de l'argent avec des cours particuliers. Oh là là. Pendant les vacances, pas les vacances, tout ça. Et puis, vous savez qu'au Brésil, à la fin de l'année, quand on fait tous les examens et tout pour aller dans une nouvelle année, Classe. changer je sais pas, de 5e au 4e, comment ça s'appelle, changer de cycle, classe. c'est ça? Ouais, je suis en classe. Des classes, oui. Et si on n'a pas la bonne moyenne en tout, on peut avoir une séance de rattrapage. Donc, j'avais mes vacances un peu coupées pour avoir des cours à l'école, justement un cours intensif. Tout ça à et cause faire- des maths. Mais non. Eh ben dis donc, c'est terrible, c'est terrible. Est-ce que tu te J'ai rappelles pas parce que cette mentalité mateuse, non. Cette façon d'analyser les choses, c'est pas moi. maintenant si, parce que maintenant tu as ta boîte de maquillage, il faut bien que tu fasses des maths pour voir combien tu produis, parce que je crois que maintenant ça va arriver un peu partout. Ouais, mais ça, Magnifique. c'est pas moi qui fais ces calculs-là, chérie. Ah, c'est pas toi qui fais ça. Je suis bien entourée. Ah, ça c'est important, c'est important. Est-ce que tu te rappelles, parce que peut-être que les Brésiliens ils n'ont pas la même chose que nous comme livre à l'école. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué dans ta scolarité? Bah, beaucoup, hein. Nous c'est Le Petit Prince souvent qu'on dit ou Ouais, bah, il y a Le Petit Prince, oui, mais bon, on lisait beaucoup la littérature petite, on lisait beaucoup la littérature brésilienne, nous avons des écrivains incroyables. Et alors si Genre tu Amado. devais nous conseiller un livre d'un auteur brésilien, tu nous dirais qui? Eh ben, alors, Jorge Amado, Ok. Capitães de Areia. I don't know je sais pas si vous avez ça en portugais. C'est les Bah, on va le capitaines trouver, on va le de trouver, mais sable. Ça, c'est un livre que Capitaine t'as de aimé. sable. D'accord. Capitaine de sable de Jorge Amado. C'est un grand écrivain brésilien. Et ça, c'est un livre canon. Bon, bah alors on va regarder ça. Peut-être que les gens seront contents de savoir ce que tu aimes comme livre. Et quelle est la première chanson que tu as Ah, chantée? mais Parce ça, que c'est un livre pour l'enfant, hein, pour enfant. Hein. Ouais, bien sûr, mais c'est très bien, on va la regarder quand même. La première chanson que tu as chantée dans ta salle de bain, parce que je crois que tu chantes pas mal. Hein. Moi, je chante pas du tout, chérie. Ah là là, la première chanson que je chantais dans ma salle de bain, je sais pas, je me rappelle pas. Peut-être Qu'est-ce que- Michael Jackson. Et comme je parlais pas anglais toute petite, quand j'étais toute petite dans les années 70, je parlais pas bien anglais. Et je parlais mes mots très moyens. Donc je devais inventer des mots, tu vois. Genre, keep on with the good stuff. J'ai inventé, tu vois. Oui, c'est une catastrophe. Petite, j'ai inventé les trucs. Est-ce que tu te rappelles le prénom de ton premier crush à l'école? Alors, c'était pas à l'école, hein. C'était mes potes, parce qu'on avait un pote dans le voisinage, il s'appelait César, oui, je me rappelle très bien. Ah, Mais ça, ouais, j'avais peut-être 14 ans. ouais, pas mal. C'était un peu platonique, mais après, il est devenu mon meilleur copain. Ah, bon, bah, c'est déjà pas mal. Ah. Tu le vois encore aujourd'hui? Non, 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 non. J'ai des amis encore de mon enfance que je vois, mais pas ce César-là en question. Pas César, et rendons à César ce qui appartient à César. Et aujourd'hui, moi, j'ai la chance de te connaître très bien, et je salue donc Fred, ton mari, que j'embrasse très 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 fort. Merci, chérie. Qui est formidable. Alors, on te connaît, tu es pleine d'énergie, t'es fantasque, hein, quand tu arrives, t'es incroyable, tu prends la lumière comme ça avec ton magnifique maquillage, mais aussi avec la personnalité que t'es. Est-ce que t'étais pareil à l'école? Ou est-ce que t'étais plutôt genre effacé dans ton coin, plutôt timide? T'as toujours été Alors, comme ça? Non, 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 pas du tout. Moi, petite, j'étais plutôt timide et je faisais pas beaucoup de succès à l'école. Parce que je sais pas, moi, j'étais pas vraiment les canons de la beauté du moment. Et j'étais très grande. J'étais Ça très toujours. grande et j'étais un tout petit peu ronde.
Et donc, je subis un peu des moqueurs. Les gens se moquaient de moi et tout ça. Donc, c'était très compliqué, là, jusqu'au lycée. Lycée, c'est à quel âge? Lycée, c'est quand 15 ans. t'as 14-15 ans, c'est ça, là, les garçons? Ouais, c'est 15 ans à peu près, ouais. Ouais, 15 ans, ouais. Alors, lycée, genre à 16 ans, je me suis épanouie. Parce que moi, depuis petite, je disais que je voulais être mannequin, hein, donc mes potes se moquaient de moi. Et je sais que je faisais des cours de ballet, j'avais des cours, je faisais de la danse et je disais ça à mes copines. Et je pense que c'était les gens rigolaient un peu derrière parce qu'ils disaient comment elle va être mannequin. Parce que bon, j'étais pas dans le canon de la beauté pour eux, quoi. Mais à 16 ans, je crois que j'ai une révélation. Je m'ai découvert en tant que, je commençais à travailler en tant que mannequin. J'ai maigri. Voilà, je commençais voilà, j'ai toujours aimé les vêtements. Toujours aimé les vêtements. Ma mère faisait faire des vêtements pour moi à l'époque et tout ça. Donc, je commençais, je sais pas, moi, à prendre plus confiance en moi. Et à partir de 16 ans, c'était mieux. Mais petite, c'était compliqué. C'est génial, hein, parce que quand on te voit aujourd'hui comme ça, avec toute ton énergie et tout ça, et il y a peut-être des enfants qui sont un peu timides à l'école, et ils voient aujourd'hui ce que tu es devenu, c'est super, tu vois, on peut toujours, c'est bien d'être timide aussi, hein, mais vous imaginez pas, on t'imagine pas toujours timide. La timidité, c'est embêtant, hein, parce que... Oui. Non, mais ça arrive d'être timide et c'est pas grave, c'est ça que je veux dire, mais en tout cas, ce qui est Non, amusant, c'est c'est pas d'imaginer grave. le contraste. Le contraste que tu switches comme ça et que tu passes de quelque chose à... Est-ce que tu as fait une grosse bêtise à l'école dans ta vie ou pas? Alors non, j'étais une très bonne élève. Non, bonne élève pas, je n'avais pas 20 sur 20. Un bon élève, je dis, j'étais sage. Ah, J'étais très très sage. Et comme j'étais pas genre les meilleurs de la classe, je m'étais toujours dans les premiers rangs parce que je voulais prêter attention et comprendre. Parce que si je m'étais derrière, j'allais papoter, j'allais me disperser. Et du coup, je mettais devant. Et voilà, j'ai toujours été faisais beaucoup d'efforts pour apprendre. Jusqu'aujourd'hui, je suis comme ça. Hein. Je suis très méthodique. Je suis un peu la première de la classe, entre guillemets, quoi. Je m'organise, je prête attention, je note tout de ma vie. Je suis comme ça. Ça s'applaudit, bravo. Et tu as transmis ça à ton fils parce que lui aussi est très méthodique et travaille beaucoup. Hein. Ouais, bah lui, il bosse énormément, ouais, dans un domaine qu'il aime beaucoup. Donc, voilà, bah, je sais pas si j'ai transmis, peut-être, oui. Ah bah si, il s'appelle Enzo, hein, il a une boîte qui s'appelle Skills et ça donne des cours sur Internet de gens très talentueux dont tu fais partie d'ailleurs. Exactement, ça donne et des cours. Et c'est vachement bien aussi, on le salue bien fort Enzo. Est-ce que c'est quoi ton meilleur souvenir à l'école? Mes meilleurs souvenirs à l'école, c'est à la fin de l'année, il y avait un spectacle à l'école. J'étais dans une énorme école anglaise et il y avait une date, je sais pas pourquoi, vous fêtez quelque chose en Angleterre, je sais pas ce que c'était, et on faisait un énorme spectacle de tout le monde, des danses, de gym, vous voyez, de plusieurs activités dans le monde de la gymnastique, de la danse. On s'entraînait toute l'année, comme je faisais de la danse, j'adorais ça. Et je m'entraînais pour cet événement et j'adorais. C'était le grand truc de l'année, c'était super. Alors, tu disais, tu faisais de la danse. Je crois que tu as même à un moment donné voulu être journaliste, quand même aussi. Ah oui, mais ça, donc quand j'ai fait ma fac, quand j'ai fait le bac, c'était justement pour... En fait, à l'époque, c'était communication. On faisait journalisme et... on faisait journalisme et au début, on faisait communication, c'est-à-dire que c'est publicité, journalisme, tout ça. Et puis, plus à la fin, on choisit une spécialisation. Et c'est quand, du coup, que tu as su que tu allais finir? C'est à quel âge que tu as su que tu allais être dans la mode, le mannequinat et tout ça? Depuis petite. Alors, c'est depuis depuis petite que je voulais être mannequin. Et que je disais que mes potes se moquaient de moi, les enfants de l'école se moquaient de moi. Mais quand j'ai fait mon bac, j'étais mannequin. Je commençais le mannequinat petit à petit comme ça quand j'avais 15 ans. C'est pour ça que moi, j'ai amélioré à 15 ans.
j'étais plus extravertie, tout ça. Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Le mannequinage, je sais pas, j'ai pris plus confiance en moi. Mais je faisais des études et en même temps, je faisais quelques boulots comme ça, des pubs et tout ça, parce que mes parents voulaient pas me laisser, bien sûr, il fallait que je fasse mes études. Et puis, et puis, donc, je fais mon bac en communication et journalisme. J'ai été mannequin en même temps. J'ai réussi à faire les deux choses. J'étais même de plus en plus connue au Brésil en tant que mannequin, mais je faisais ma fac, mon école de journalisme. Et à la fin, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai dit à mon père, c'est surtout mon père qui ne voulait pas trop que je sois mannequin. J'ai dit, bon, écoutez, j'ai eu une invitation d'une agence en Europe, en Espagne, pour faire, voilà, pour être mannequin en Europe. Je vais prendre une année sabbatique. J'ai mon diplôme. Donc, du coup, tu peux pas m'empêcher de prendre une année sabbatique. Il a dit, OK, d'accord, bah, tu prends ton année sabbatique. Je suis venue en Europe. Je voyageais partout et tout. Et bon, enfin, bref, je suis pas rentrée jusqu'aujourd'hui, hein. Ça fait plus de 30 ans. Bon, pas de regret. Regarde, on a retrouvé des images de toi mannequin. Alors, tu vois pas l'écran, mais on a retrouvé des images de toi mannequin où tu es évidemment absolument magnifique, hein. On la voilà, regardez. Ah ouais, je suis allée voir. Voilà, défiler pour les plus grands, hein, pour tous les plus grands noms, hein, Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, tu as vraiment défilé pour tout le monde. Et il paraît que le déclic, ce qui a fait que tu es devenue très très connue, c'est ta coupe de cheveux. C'est vrai ça ou c'est une légende? Non, en fait, c'était non, c'est que en fait, quand je suis venue en Europe, j'avais les cheveux longs et je commençais en Espagne, je suis allée au Japon, je suis un peu partout. Mais je n'avais pas, je suis pas venue en France, hein. Je suis allée en Allemagne, je suis allée partout. Et je savais que la France était à la fin de l'année qu'il fallait que je vienne. Et, mais dans tous ces pays-là, je travaillais bien, hein. Je peux pas dire que je ne travaillais pas. Mais je ne réussissais pas à avoir vraiment les boulots de prestige dans ces pays-là. Mais moi, je disais, bon, c'est pas grave parce que bon, à la fin de l'année, je vais aller à Milan. Après, je vais aller à Paris et c'est là que je vais avoir vraiment les boulots de prestige. Et puis, je voudrais faire les défilés pour Dior, pour Saint Laurent et à Milan pour les créateurs et couturiers italiens. Et quand j'arrive à Milan, l'agence, elle m'a pas du tout cru en moi et j'étais vraiment, bon, déjà, je commençais à être un peu, mon pays me manquait, ma famille me manquait, mes amis me manquaient. Ça s'appelle homesick. J'étais vraiment... le mal du pays, oui. Et mal du pays, voilà. Et à Milan, en fait, les gens m'ont pas bien traité. J'étais très maltraitée. C'était, pour moi, psychologiquement, c'était très, très dur. Vous savez, être mannequin, c'est pas facile. Et puis, ça vous donne vite pas confiance en vous parce que, comme toutes les filles sont belles, que vous faites beaucoup d'efforts. Moi, je faisais beaucoup d'efforts, hein, beaucoup d'efforts dans l'alimentation, dans tout ce qu'il fallait faire. Et on n'a pas les résultats, on dit, bon, bah, c'est pas fait pour moi, le truc, hein. Et à Milan, donc, on m'a pas envoyé voir les bons clients, des magazines et tout ça. On m'a envoyé vraiment pour des boulots que je voulais pas faire. Et je rencontre mon ami brésilien, qui c'était mon coiffeur au Brésil, d'ailleurs. Et il m'a dit, mais Christina, tu sais pourquoi t'arrives pas à avoir le boulot du prestige que t'as envie? C'est parce que t'es ringue avec tes cheveux longs, ma chérie. T'es ringue. J'ai dit, ah bon? Pourtant, c'est toi qui coupe les cheveux. Et il m'a dit, bah oui, mais pour le Brésil, ça va, mais tu n'as pas ton identité. Tu fais pas la différence. Tu vois, t'es quelqu'un comme ça. Il faut que tu aies une personnalité, que tu montres quelque chose de... Il faut que tu te rendes spécial, il faut que tu te rendes vraiment unique. Il faut que tu te coupes les cheveux courts. Tu dis, tu sais quoi, Marco, au point où nous sommes, coupons parce que... On y va. De toute façon, ça peut pas être pire. On y va. Et là, tu coupes et boum, ça explose. Et boum, le lendemain, parce que je faisais un travail, une cabine, bon, j'essayais des vêtements chez un créateur, un grand designer italien qui allait faire les grands défilés, mais qui m'avait pas appelé pour faire les grands défilés. J'étais juste la mannequin cabine. Et le lendemain, quand je vais là-bas, ben, on m'a vu, mais oh là là, mais c'est super, ta coupe te va super bien et tout. Et puis, on m'a appelé pour faire ces défilés. On m'a ravi, je l'ai fait. Et puis, le lendemain, je devais déjà partir pour Paris parce que ça commençait les collections à Paris. Je prends mes clics et mes claques, je prends un train et j'arrive à Paris. Je mets mes valises chez un copain. Je prends ma douche chez lui. J'avais même pas d'appartement, j'avais rien, pas d'hôtel, pas d'agence, rien. Je n'avais rien.
Et puis, je me souviens qu'il m'a dit, bon, bah, c'est très tôt, Christina, avant que tu partes voir j'avais un listing d'agence et j'allais taper dans toutes les portes. Hein. Il m'amène au Café des Fleurs pour boire un café. Il a dit, tu vas connaître le café et les croissants parisiens. Donc, le premier endroit que j'ai mis mon pied quand je suis venue à Paris, c'était le Café des C'est Fleurs. assez chic, hein. Pour les gens qui nous regardent qui sont pas à Paris, c'est très chic le Café de Flore quand même. C'est un café très sympa, qui a beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires. Et de là, je suis partie voir les agences. Et puis la première agence m'a acceptée. Ils m'ont fait faire une photo parce que j'avais mes photos de mon book, j'avais des cheveux longs. Ils m'ont fait faire une photo, j'ai fait une photo et avec cette une photo-là, c'était l'époque des défilés, je suis allée voir tous les créateurs et les couturiers. Et là, je me suis sentie un peu plus prise en considération parce que là, l'agence m'a donné vraiment les bons listings de boulot de prestige. Et je suis allée voir donc Dior, Chanel, tous ces gens-là. Moi, j'étais super contente et moi, j'ai fait mon maximum. Je suis allée partout. Et je me souviens que les castings, pour faire les castings, bah, par exemple, j'allais chez Saint Laurent. Moi, je savais que chez Saint Laurent, les filles, c'était des filles très sophistiquées avec le maquillage charbonneux, les cheveux plaqués en arrière. Et après, j'allais, par exemple, chez un japonais, un créateur japonais comme, je sais pas, comme des garçons. Par exemple, c'est un grand japonais. Lui, il aimait plutôt les filles cernées, vraiment, voilà, les cheveux un peu n'importe comment et tout ça. Donc, moi, je rentrais dans les cafés. Je sortais du métro, je rentrais dans les cafés. Je me maquillais en charbonneux, je mettais du gel, je plaquais mes cheveux, je m'habillais en tailleur, tout très chic avec les hauts talons, j'allais chez Saint Laurent. Je sortais de chez Saint Laurent, j'entrais dans le café, hop, je changeais des vêtements, j'avais un sac à dos, je mettais tout dedans. Hein. Et j'enlevais mon maquillage, je faisais vraiment mon maquillage sans rien, vraiment cerné et tout ça, j'allais chez comme des garçons. Et c'est comme ça que j'ai vraiment, pour chaque casting, j'ai changé par rapport au site de clients. Et j'ai réussi à avoir plus de 22 défilés la première année. Ah oui, c'était énormément. Et c'est là que ma carrière a été lancée. Et puis après, je suis rentrée au Brésil pour Noël, mais je suis revenue. Mon agence m'a dit, tu rentres au Brésil pour Noël, mais tu reviens. Parce que j'en ai du boulot. Et là, voilà, je commençais à faire les magazines et tout ça. Et voilà, et la carrière a commencé. Et ben voilà, magnifique. Quelle très belle histoire. En tout cas, ça donne envie aux gens de bouger, j'espère, et aux enfants de se dire qu'il faut travailler pour y arriver, parce que c'est quand même le résultat de tout ça. Quand on veut, Alex, tu sais, c'est ce que je dis à mon fils et je dis à tout le monde. L'autre jour même, je suis boire un café avec une fille qui voulait parler avec moi, savoir comment est-ce que j'ai réussi, tout ça, parce qu'elle voulait faire pareil. Je dis, bah, il faut bosser. Hein. Tu vois, il n'y en a pas un autre. Si on veut vraiment, on peut. Et il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience, il faut avoir de la persévérance parce que les choses n'arrivent pas en 24 heures. Il faut avoir de la patience, de la persévérance et bosser, quoi. Il faut bosser. Parce qu'un jour, on va avoir le retour. Bosser tant qu'on peut. Il y a Ludovic qui nous pose une question. Il dit, qui est pour toi le plus grand styliste français et le plus grand styliste étranger? Alors ça, c'est une question piège, c'est pas facile. Alors, après, pour moi, les plus grands, que pour moi, c'est une référence, mais ils sont plus là. C'est Saint Laurent et Karl Lagerfeld. C'est pour moi les plus grands, énormes, que j'ai eu la chance de travailler avec eux. Et que moi, j'ai une grande admiration pour leur travail. Ils ont vraiment changé la façon que la femme s'habille. Ils ont vraiment changé beaucoup de choses à l'époque. Quand ils ont commencé, moi j'ai connu plus tard. Pour moi, c'est un des plus grands. Hein. Mais actuellement, dans des vivants, moi j'aime beaucoup Jean-Paul Gaultier. C'est extraordinaire parce que cet homme, il a cassé la barrière de la mode et il est très pour la mode. Ce qui passe dans la rue, même dans son casting, de son défilé, c'est des gens tout à fait normaux qui défilent pour lui, des créatures incroyables, des gens de différents types de beauté. Parce qu'il n'y a pas juste un type de beauté. Jean-Paul, il est populaire, il aime la télé, il aime ce que les Français aiment, hein, il aime la baguette, il aime les miss. Et c'est un homme vraiment qui met vraiment la France en valeur. Voilà, il a pas le côté, il y a un certain snobisme dans la mode, alors que lui, voilà, il a ouvert à la mode à tout le monde, en fait.
Et il trouve tout le monde est beau en fait. Et il y a plusieurs types de beauté pour lui, ce qui est moi je trouve ça extraordinaire. Et il ose, il fait des choses incroyables, très osées. J'aime beaucoup Jean-Paul Gaultier. J'aime beaucoup aussi un autre il est français, mais c'est du Made in France. C'est un créateur, un couturier d'ailleurs, un couturier qui s'appelle Giambattista Valli. Parce que lui, moi, je pense vraiment que c'est un des peu qui travaille vraiment la couture d'une façon très glamour et très féminin qu'on ne voit plus aujourd'hui. Voilà. Eh bien voilà, très bonne réponse. Et alors, toute dernière question de l'émission pour toi, après on va te laisser y aller. Quelle est la chose dont tu es la plus fière de toute ta vie? Mon enfant. Ah, c'est Enzo. Mon fils, c'est Enzo. Bah oui, là, il n'y a pas, j'ai pas de regrets. Hein. Et oui, Enzo qui bosse aussi, lui, beaucoup avec Skills, on le rappelle. Donc allez voir hein, si vous ne connaissez pas. C'est super bien, on apprend plein de trucs dans tous les domaines. C'est ce qu'il a monté lui-même. Hein, oui, c'est Woo, ça s'appelle Woo Skills. Woo, W-O-O. Oui, Skills. ils sont à Montparnasse. Ils sont à Montparnasse, me dit. Oui, non, ils sont pas à Montparnasse. Hein. Il y a pas des... Il y avait des bureaux. C'est sur Internet, c'est sur Internet. Tu vas voir. Okay. Allez voir. Non, leur bureau, c'est pas à Montparnasse. Hein. Leur bureau, c'est dans les 15e, je crois. Oui, dans le 13e. Mais en tout cas, on les trouve sur Internet. C'est une plateforme Woo Skills où on a plein de cours de plein de gens dans tous les domaines. Hein. Ça peut être le maquillage, comme Christina, mais ça peut être aussi le travail, la cuisine, le d'espace pour soi. Enfin bref, il y a plein de choses. Merci beaucoup, Chris, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Et puis, excusez-moi, il y a eu les aléas de connexion, mais on est arrivé. Mais non, mais c'est magique. Le principal, c'est qu'on y arrive. On a appris plein de choses sur toi. J'espère que ça donne envie aux enfants de travailler et de se dire que voilà, tout est possible et tout est réalisable. Tu en es la preuve. Longue vie à Magnifique, hein, cette sublime ligne de produits de maquillage que tu as sorti. C'est pas fini. Il y a déjà pas mal de produits, mais il y en aura plus qui arrivent, hein, je crois. Et on va pouvoir les trouver partout en France. Surtout. Et on va les trouver bientôt partout en France, dans les enseignes de maquillage, mais vous pouvez déjà aller sur le site de Magnifique. Voilà, bisous ma chérie, on se retrouve très très vite, nous, en dehors de l'émission. Au revoir. À très très vite, et je te fais des gros bisous. Salut. Je vais être remplacé par la copine Cécile. Bye bye Chris, merci beaucoup. Bye. Bisous bisous, on t'embrasse. Coucou Cécile. On passe d'une formidable femme à une autre formidable femme. C'est magnifique. Ah, on ne t'entend pas, Cécile. Tu dois avoir ton micro éteint. Ah, voilà. Là, c'est mieux. Là, on t'entend. Non, c'est gentil, mais non, quand même. Je me compare pas. Christina, la belle Christina. Ouais, tu n'as pas été mannequin pour Dior, Vuitton et Chanel, mais tu aurais pu. Faut être un peu plus grande. Non, je plutôt. Un peu plus grande. En tout cas, on a appris plein de trucs. Bon, cette semaine, on va danser. Normalement, ça devait être Christina, mais je te fais rentrer avant parce qu'elle ne voyait pas l'écran. Donc, du coup, c'est toi qui vas danser avec nous, Cécile, aujourd'hui. Est-ce que vous êtes fort en Charleston, les amis, ou pas? Tout le monde connaît Charleston ou pas? Ouais, vite fait. C'est la panique. On va aller très vite. C'est notre ami Yo-Yo qui va nous apprendre tout ça. Alors, attends. Voilà, on est parti. Alors, le Charleston, c'est une danse assez connue. Johan va nous expliquer d'où ça vient et on va tous danser ensemble avec notre Johan, notre maître chorégraphe international. C'est parti, il est avec nous. Salut mon Yo-Yo. Salut les copains, salut Alex, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle séquence. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à danser le Charleston, qui est l'ancêtre du swing. Cette danse nous vient des États-Unis, elle s'inspire des danses africaines. Elle fait son apparition avec le jazz aux alentours des années 1910. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Comme d'habitude, je vais vous apprendre 4 phrases de chorégraphie. Voici la première. Tout d'abord, le basique du Charleston. 2, vent derrière, derrière, devant. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. À vous avec moi. 2, vent, derrière, 2, vent, derrière. Allez, on peut mettre un tout petit peu plus de style. Super. Vous allez être prêts maintenant pour vos soirées Gatsby. Allez, on y va? Très très bien. Nous allons à présent passer à la deuxième phrase. C'est simple. Tout simplement, je vais venir taper mon talon sur le côté 2 fois.
1 et 2. Même chose de l'autre côté. 3 et 4. Puis une fois de chaque côté. 1, 2, 3, 4. Ce qui va donner 1 et 2 et 3 et 4 et une fois de chaque côté. Avec moi, 5, 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Amusons-nous déjà avec ces deux premières phrases. C'est chaud. Hein. Allez, on y va. Hey. Côté. Encore une fois devant, derrière, derrière devant, même chose. 2 sur le côté, 1, 2. Allez, vous êtes prêts? On repart encore une fois. 5, 6, 7, 8 et... Bravo, vous étiez fantastique. On est mort. Maintenant, je vais vous apprendre les deux dernières phrases. C'est pas fini. C'est simple. Je pose mon pied, je shoot dans un ballon. Je pose mon pied, je le pose derrière. Je pose, je shoot, je pose derrière. Avec moi. 5, 6, 7, 8 et 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Une dernière fois. 5 et 6 et 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Nous allons passer à présent à la dernière phrase. C'est facile. J'attrape mes genoux. Tout simplement, je les ouvre. Je les referme. Je croise mes mains. J'ouvre. Je referme. Je décroise mes mains. On essaie ensemble. Ouvre. Croise. Ouvre, décroise, ouvre, croise, ouvre, décroise. Ce qui nous fera 1, 2, 3, 4 et rapide, 5 et 6 et 7 et 8. Vous pouvez le faire, on essaie encore. Ouvre, ouvre et rapide, 1 et 2 et 3 et 4. On remet les deux phrases ensemble. Pose, shoot, pose derrière, pose, shoot, pose derrière, et ouvre, et croise, et ouvre. On le fait en musique, c'est parti. Lentement, 1, 2, 3, 4, rapide, 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 rapide. Reprends, devant, derrière, devant. Derrière lentement. 1, 2, 3, 4. Rapide, rapide, rapide. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, je l'ai là. Ça y est, je l'ai. Maintenant, vous avez les 4 phrases musicales. Vous êtes prêts à le faire en musique? Non. Alors c'est parti. 5, 6, 7, 8. Allez, devant, derrière. Sur le côté, 2 fois. Et un partout. Je shoot, pose, shoot. Et maintenant, ouvre. Hop, croise. Rapide, 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 rapide. Reprends. Allez. Mais il est fou. 2 fois. Et un partout. Et pose, shoot. Hey. Ouvre, rapide, 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 rapide. Allez, maintenant c'est à vous de le faire seul en musique. C'est parti. 7, 8, devant, derrière, devant, derrière, côté. 2 fois, 2 fois, une fois, une fois, une fois, une fois. Je pose, je shoot, je pose derrière. Je pose, je shoot, je pose derrière. Ouvre, 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 ouvre. Bravo, vous êtes fantastique. Vous venez d'apprendre à danser le Charleston. Vous êtes prêts maintenant pour toutes vos soirées? J'attends de voir vos vidéos. N'hésitez pas à mettre la tenue. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas de danser. Oui.
yo-yo, on n'oublie pas de danser. Hein. Oh la vache, c'était la plus dure depuis le début celle-là. Ah ouais, t'es rapide, hein. Clairement. Attends, mais c'est hyper dur. Je n'ai pas encore le je croise. Je crois pas, je l'avais pas du tout. Je suis même pas sûr d'avoir J'ai bien le shoot, moi j'ai tout dégommé. Qu'est-ce que j'avais sous la main, là, sur mon bureau. Ça, je le maîtrisais bien. En tout cas, si vous aimez danser, vous aussi, envoyez-nous vos vidéos. On a hâte de la voir, celle-là, et likez celle-ci. Parce que c'est très, on a appris à danser le Charleston dans 5 minutes, encore une fois. Oui, quand même. Bravo, Johan. Il apparaît sur avec Gatsby. On parle bien sûr de Gatsby le Magnifique. Hein. C'est un héros milliardaire qui a été créé par un auteur américain génial, Francis Scott Fitzgerald. Il y a eu des films et tout dessus. Ces soirées à chaque fois très chic, où tout le monde dansait un petit peu comme yo-yo. C'était formidable. Bon, bah les garçons, vous avez bien dansé en tout cas. Maintenant, l'important, c'est de tenir sur la durée. Hein? Et justement, la durée, on va en parler avec vous. Vous avez vu la transition, encore une fois? C'est parfait. Non, c'est un travail. On pense que c'est facile, mais pas du tout. Alors, les amis, nous sommes partis pour les maths, quand même, c'est important. Vous n'avez que quelques minutes et quelques secondes pour tout nous expliquer sur les minutes et les secondes, justement. Ça va pas être facile, mais si vous y arrivez, je vous offrirai un macaron la durée en récompense. Oh. Ouais, surtout que là, on est épuisé après la danse, mais vous l'avez compris, donc aujourd'hui, on va parler de temps. On va aussi parler de voyage. Oh là là, mais c'est génial! Alors, on va parler de voyage. C'est vrai, en train à grande vitesse, en TGV, mais on va parler un petit peu du passé. Vous avez dû le remarquer, le temps c'est quelque chose d'assez relatif. Parfois il passe vite, alors que parfois il nous semble interminable. Donc on va également voir que c'est une notion qui n'est vraiment pas si évidente que ça. Je préfère me laisser jeune, hein, parce que là. Oui, parce que je t'avoue qu'à regarder, c'est un coup à faire une petite dépression rapido. Hein. Ça fait quand même un petit choc psychologique. Hein. Mais ça va bien. Je suis peut-être resté comme ça, ouais. Bah là, c'est la même tête que lorsque j'étais jeune. Et ça, je vous le dirai dans quelques années. Voilà. C'est terrible. C'est terrible quand même. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'on fait pas dans cette émission quand même? C'est ça. Allez, on va commencer avec une petite devinette. Donc, j'ai la carte d'Alex lorsqu'il fait son petit footing. Et donc voici la petite devinette. Donc il fait le tour de ce petit parc qui a une forme carrée, et sur la première partie donc il met 90 minutes. Sur la seconde partie, toujours en forme, il va garder ce rythme, il va garder le rythme de 90 minutes. La troisième, même s'il commence à fatiguer, il garde cette régularité de 90 minutes, mais sur la troisième partie, eh bien il va mettre 1h30. Sur la quatrième, pourquoi? La quatrième, pardon, merci. Parce qu'il est fatigué, qu'il en peut plus. Parce que c'est manifestement comme ça un carré, c'est la même distance. Mais au bout d'un moment, on peut pas tirer la machine jusqu'au bout, quoi. Sauf que 90 minutes, c'est exactement la même chose. Ah, mince, qu'est-ce qu'on est bête. Mince, je me suis fait avoir comme un bleu, c'est horrible. Ah, c'est la loose totale. C'est difficile. Ah, c'est la loose totale et absolue. C'est étonnant, attends, Alex. Comme un bleu. Ouais, je vous ai un petit peu attiré vers ce piège. Mais on va voir que les 90 minutes, donc ça correspond à 1h30, et c'est une notion qui est vraiment très très compliquée. Et ce sera donc ça notre thématique de la journée, ce sont les durées. Alors vous avez déjà dû remarquer que la notion de temps, elle s'exprime en paquets de 60, ce qui diffère énormément de l'argent par exemple. Parce qu'en effet, avec 100 centimes d'euros, on fait 1 euro. Alors qu'avec 100 secondes, eh bien ça n'est pas égal à 1 minute. Le temps, il ne s'exprime pas en base 10, mais en base 60. C'est ce que l'on appelle un système, accrochez-vous, sexagésimal. Alors que lui, notre système pour compter, c'est un système décimal. C'est de 10 en 10. Là, c'est de 60 en 60. Donc, concrètement, chaque paquet, pardon, le Charleston m'a rincé. Chaque paquet de 60 minutes de temps, ça correspond à une unité de temps supérieure. Donc, chaque paquet de 60. Par exemple, 60 secondes, vous le savez, ça correspond à 1 minute. Et donc, si je prends 60 minutes, ça va correspondre au paquet supérieur, à savoir... Si je prends 60 heures, ça va correspondre... Ah bah non, ça marche plus après. Et exactement, si je prends 60 heures, ça marche pas, parce que c'est 24 heures qui constituent une journée. Donc, on voit que la notion de durée, elle est pas si simple que cela, même si aujourd'hui, pour nous, en tant qu'adultes, ça semble naturel. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué à enseigner aux enfants, et vous allez voir, c'est encore plus compliqué qu'on va mélanger des choses juste après. Donc, avec Nicolas, on va se concentrer d'abord que sur les unités de temps qui correspondent aux secondes, aux minutes et aux heures. Oui, on va essayer de voir sur un exemple tout simple pour un calcul de durée de trajet. Enfin, ça paraît tout bête, mais par exemple, si je prends un TGV qui part à 15h30 et qui arrive à 18h45,
comment est-ce que je vais faire pour calculer la durée du trajet? Alors là, on a pris un exemple assez simple. La première intuition, ça serait de soustraire les durées. Mais en fait, soustraire les durées, en fait, ça pose problème parce que avec cette histoire de 60 minutes pour avoir 1 heure et pas 100, les opérations, elles peuvent poser problème sur les retenues. Et donc, nous, on conseille plutôt, en fait, de fonctionner par ce qu'on va appeler petits bonds. En fait, on va essayer de faire des bonds d'heure en heure. En fait, des heures les plus proches aux heures les plus proches. C'est le meilleur moyen, en fait, pour calculer une durée. Là, si je pars de 15h30, je vais essayer de trouver l'heure la plus proche après 15h30, c'est 16h. Et donc, du coup, je vais trouver une première durée que je vais exprimer en minutes. Pour aller de 15h30 à 16h, j'ai besoin de 30 minutes. Donc là, j'ai fait la première étape du calcul de mon trajet. Pour la suite, je vais essayer de me rapprocher le plus possible des 18h45 sans les dépasser, mais en restant dans les heures entières. Parce que ça va être facile de calculer de 16h à 1 heure entière. Donc, l'heure entière la plus proche de 18h45 sans la dépasser, c'est 18h. Et là, je fais un deuxième bond. Donc, je fais un bond de 2 heures. Et on voit là, comme ça, déjà, c'est pas la même unité, hein. C'est ça qui est compliqué, il va falloir associer des minutes et des heures. Et c'est ce qui rend les choses compliquées dans les durées. Et donc, il me reste un dernier bond très facile à faire, pour le coup, qui est de 45 minutes. Et là, j'ai plus qu'à associer ces durées. Mon trajet total, quand j'ai un trajet à calculer, je prends mon heure de départ, mon heure d'arrivée, et je fais ces bonds-là. Ce qui arrive à cette opération-là, c'est 30 minutes, plus 2 heures, plus 45 minutes. Alors maintenant, il va falloir essayer de voir combien ça fait, comment on l'exprime. Ça fait 2 heures et 75 minutes. Sauf que 2 heures et 75 minutes, c'est pas quelque chose qu'on exprime dans la vie de tous les jours. On dit pas, j'ai mis 2 heures 75 minutes. On va retravailler les paquets de 60, comme a expliqué Cyril tout à l'heure. C'est-à-dire que 75 minutes, on va le décomposer. On va décomposer en 60 minutes plus 15 minutes. Donc c'est vraiment toute la difficulté avec ces durées, c'est systématiquement on passe d'une unité à une autre pour pouvoir l'exprimer dans un langage courant. Donc là on arrive à 2 heures plus 1 heure plus 15 minutes, qui est bien les 3 heures et 15 minutes que l'on a normalement pour calculer cette durée. Donc on voit bien que pour justement calculer des durées sur un trajet, on est obligé d'associer, de passer d'une unité à l'autre, ce qui est quand même quelque chose de pas du tout évident. Et non. Et là, en effet, comme Nicolas vient de le dire, on va rentrer cette fois-ci dans le dur. Je vais quand même attirer votre attention sur quelque chose. Donc, depuis tout à l'heure, on dit que les unités de temps, c'est pas vraiment quelque chose d'évident. Ici, en effet, 3h15 minutes, donc c'était le temps de trajet, et on voit qu'on mélange 2 unités, à la fois les heures et les minutes. Et c'est l'une des rares grandeurs où cela arrive, donc la grandeur temps. Parce que, regardez par exemple, lorsque vous avez une recette, jamais vous ne verrez ajouter 1 litre de lait et 500 millilitres de lait. On dira directement 1,5 litre, ou bien 1500 millilitres. Mais on ne mélange jamais les unités, alors que là, oui, heures et minutes. Donc, pour les durées, il faut savoir que 3h15 minutes, contrairement à ce qu'on voit souvent comme erreur, ça n'est pas égal à 3,15 heures. Ça, c'est souvent une erreur que les élèves font, parce que justement, nous ne sommes pas dans un système décimal. 15 minutes, ce n'est pas 15 centièmes d'heure. On sait qu'une minute, c'est un 60e d'heure, parce qu'on a dit qu'il fallait 60 minutes pour faire 1 heure. Donc, une seule minute, c'est un 60e. Donc, mes 15 minutes, donc là, je vous ai dit, là, c'était le dur. Mais 15 minutes, c'est donc 15 soixantièmes d'heure, ce qui correspond à 1 quart d'heure lorsqu'on simplifie la fraction. Ce qui nous fait donc 3 heures et quart. Mais 1 quart d'heure, quand on calcule la fraction, ça fait 0,25 heures. Donc, restez bien attentifs parce que juste après, avec Nicolas, on va vous proposer un petit jeu sur Kahoot. Vous l'avez vu déjà les émissions précédentes. Donc, commencez à attraper une tablette, un téléphone autour de vous et on va s'entraîner. On va voir qui arrive le mieux. Et faites attention, vous verrez, Cécile, elle est redoutable. Donc, les 15 minutes... Ce n'est donc pas 0,15 heures, ça correspond à 0,25 heures, ce qui explique que 3 heures et 15 minutes, donc 2 unités mélangées, si on veut garder qu'une seule unité, à savoir les heures, ça fait 3,25 heures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué à expliquer. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas dans le langage courant, mais vraiment le temps, aujourd'hui, ça nous semble très naturel, mais c'est vrai que l'apprentissage de cette grandeur est assez compliqué. Donc maintenant, avec Nicolas, on va faire ce petit jeu, et ce sera d'ailleurs notre interrogation écrite. Oui, donc je vous invite à vous connecter sur Kahoot ou alors à flasher ce petit QR code, enfin ce gros QR code d'ailleurs, pour essayer de vous connecter. Donc ça va y avoir 4 petites questions pour voir si vous avez été bien attentif à ce que l'on a pu dire avec Cyril. Donc il y aura un classement à la fin, c'est le principe de Kahoot, hein, on en a déjà fait quelques-uns dans le goût du savoir. Et puis Cécile est redoutable, hein, donc l'objectif c'est clair, c'est de battre Cécile. Hein, tout le monde, connectez-vous pour être devant Cécile, c'est l'objectif. Elle est forte. Donc voilà, on va attendre que tout le monde se connecte un petit peu et puis on va démarrer
doucement, doucement le jeu. Donc voilà, on est plusieurs. Entre nous. Donc Il manque 4 Fred, questions. je vois Ludovic qui essaie de se connecter mais qui n'y arrive pas. Ouais, Voilà. N'hésitez ça pas, va voilà. arriver, ça va arriver. Ça va arriver. On va attendre un petit peu. Voilà, 7, 8. C'est très bien. Bon, voilà, on va dire que c'est bon. Donc on va pouvoir démarrer. De toute façon, on peut toujours récupérer en cours, hein, s'il y en a qui ont loupé les premières questions. Donc, on va démarrer. Elles apparaîtront directement sur votre écran. Restez bien concentrés. Ouais, en plus, vous allez voir à la fois à l'écran sur l'ordinateur, ou sur la tablette, et sur votre tablette les questions. Donc, la première question, on vous demande 1 minute, c'est quoi? Et donc, il y aura les possibilités. Est-ce que c'est 100 secondes? Est-ce que c'est 24 secondes? Est-ce que c'est 60 secondes? Ou est-ce que c'est 10 secondes? C'est la course, là. Ça va très vite. La vitesse est importante, mais les bonnes réponses aussi. Il ne reste que 5 secondes. Voilà, tout le monde a répondu. Tout le monde a eu la bonne réponse. Exceptionnel. Donc, on va au suivant. C'est Cyril qui est en tête au temps, parce que le temps compte. Plus vous êtes rapide, plus vous répondez. La deuxième question. 1h30. Qu'est-ce qu'1h30? Est-ce que c'est 1,5 heure? Est-ce que c'est 130 minutes? Est-ce que c'est 1,3 heure? Ou est-ce que c'est 13 minutes? Donc, il vous reste 10 petites secondes pour répondre. Voilà, vous êtes très rapide à répondre. Tout le monde ou presque a répondu 1,5 heure. Il y en a qui sont tombés dans le piège des 130 minutes. Et donc, Cyril, hop, est toujours en tête, talonné par Alex. Tout le monde se tient dans un mouchoir de poche. Troisième question, attention, toujours sur les durées. 100 minutes cette fois. 100 minutes, c'est combien? Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce que c'est 2 heures? Est-ce que c'est 1 heure et 40 minutes? Ou est-ce que c'est 1 heure et 10 minutes? Attention. Hop, voilà, tout le monde a eu bon, 1 heure et 40 minutes. Vous êtes exceptionnel, vous êtes vraiment bon. Voilà, bon. Comme quoi, les maths, c'est vraiment pas dur. On se demande pourquoi tout le monde dit que les maths, c'est la matière la moins appréciée. Enfin, dernière question, attention, petit piège. Quelle horloge indique 3,25 heures? Et là, j'ai un peu de mal à vous les décrire. Donc, à vous de voir. Est-ce qu'en gros, la grande aiguille est sur le 12, et sur le 5, et sur le 9, et sur le 3? Quel stress. Là, il y a plus de temps. On voit déjà que le chrono va peut-être arriver au bout. Il reste 3 secondes, là, on est sur la fin. Hop. Allez. Ça se répartit. Et donc, la bonne réponse, 0,25, c'est un 25e d'heure. Donc, c'est le quart d'heure. Le fameux quart d'heure. Attention, le podium. Alors, le 3e, Adrien. Bravo, Adrien. J'étais un peu... Alex. Bravo, Alex. Le premier, c'est Cyril, oui. Et le premier. Mais le premier... Hop. Évidemment, Cyril. On n'a pas été mauvais quand même. Vous avez été exceptionnel, très rapide. Vous avez vraiment été très rapide. Donc, il n'y a aucune question. Sur aucune question, on est allé au bout du chrono. Donc voilà. Écoute, c'est très clair. Du coup, on a fini le cours? On a fini le cours, voilà. La durée du cours est terminée. Et on a compris la durée. On a été impressionnés, encore une fois, par les effets spéciaux faits par Cyril. C'est formidable. Exceptionnel. Attends, voilà, je remets ça parce que ça a bougé. En tout cas, maintenant, on est hyper calé grâce à vous. Merci, les amis. Cécile, t'es prête pour ton cours? Ouais, je suis prête. T'es attentive et concentrée? Focus. Ça tombe bien. Alors, tu veux justement nous expliquer la différence entre attention et concentration, hein. Ça tombe bien. Ouais, tout à fait. On est curieux de comprendre. On va parler, on a les émissions précédentes, on a beaucoup parlé d'attention, mais j'ai eu aussi beaucoup de questions, à savoir quelle différence y a-t-il entre l'attention et la concentration. C'est vrai que ce sont deux notions qu'on confond la plupart du temps, alors que elles sont liées, mais c'est un petit peu différent. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc se concentrer, c'est c'est stabiliser son attention. Voilà pourquoi il y a un lien entre les deux. Sauf que se concentrer, ça demande des compétences particulières à mettre en œuvre, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, dans les émissions précédentes, on a vu que l'attention, ça exigeait un contact, une cible, une connexion. Mais si par exemple vous êtes en train de lire, vous pouvez être très attentif en fait aux mots, aux phrases. Simplement, cela ne suffit pas pour comprendre finalement ce que vous êtes en train de lire. Donc, pour avoir une bonne attention, il faut avoir un contact actif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir un contact actif? Eh bien, c'est là que la concentration intervient. Alors, la concentration peut s'apparenter finalement à une technique. Nous allons voir ça aujourd'hui.
pour être concentré, on a besoin de 3 notions, donc une perception, une intention, mais aussi une manière d'agir. Et c'est ce qu'on peut résumer avec cet acronyme qu'on appelle PIM, donc P-I-M, perception, intention, manière d'agir. Mais finalement, qu'est-ce qui se cache derrière ces mots de perception, intention, manière d'agir? C'est ce que nous allons voir. Donc la perception, finalement, c'est se poser une question, c'est je fais attention à quoi? L'intention, c'est je cherche à faire quoi? Et enfin, la manière d'agir, c'est je fais attention à bien faire quoi? Voilà. Ça se mange pas les pimes, hein. Comment? Ça se mange pas les pimes. Sauf s'il y en a plusieurs, ça fait pims, hein. Donc finalement, être concentré, c'est être attentif, mais c'est surtout se poser des questions par rapport à cette cible. Je fais attention à quoi? Je cherche à faire quoi? Je fais attention à bien faire quoi? Alors, si par exemple, je vous redonne cette situation en fait de lecture. Donc, la perception, c'est je fais attention à quoi? Donc, lorsque l'on lit, on fait attention à quoi? À votre avis, les garçons? Aux mots, au sens des mots. Aux mots, voilà. Aux mots, aux phrases, etc. Tout à fait. Des mots, ouais. Ouais. Donc, d'abord, je regarde les mots un par un et je les associe éventuellement en phrases. Ensuite, quelle est l'intention lorsqu'on est en train de lire? Je cherche à faire quoi? Donner du sens à ce qu'on lit. Ouais, donner du sens exactement à ce que l'on lit. Donc, le but, c'est de pouvoir raconter le texte, ou en tout cas ce qu'on est en train de lire, raconter l'histoire à la fin de la lecture. Mais finalement, c'est quelle manière d'agir? Donc, je dois faire attention à bien faire quoi? Pas sauter de ligne. Ah, pardon. Ne pas sauter de ligne. De ne pas sauter de ligne, oui, tout à fait. Mais quel est le but final? Comprendre tout ce qu'on dit. C'est pouvoir s'imaginer le texte au fur et à mesure de la lecture, se faire une représentation mentale, c'est-à-dire ce petit film finalement qu'on a en tête au fur et à mesure qu'on lit les mots puisqu'on leur donne du sens et on les associe les uns aux autres, puis les phrases les unes aux autres. Donc, être concentré, c'est pouvoir faire toute cette petite technique, cette petite action qui est extrêmement rapide et totalement finalement implicite. Et plus on rend donc ces PIM explicites, c'est-à-dire plus on se pose ces questions, plus on est sûr d'être concentré et d'arriver finalement à ce qu'on veut faire. Donc PIM, c'est en quelque sorte un programme, un mode d'emploi pour se concentrer sur une tâche. Donc finalement, se concentrer, c'est transformer le cerveau en une sorte de petite machine à réussir et c'est passer d'une perception externe à une perception interne. Alors pour se rappeler, il y a un petit moyen finalement mémotechnique pour se rappeler de cette technique, de ce programme. On peut dire que P commence par le pouce, donc avec voilà, on peut se souvenir avec les doigts. Perception. Ah oui, perception. Index majeur. Intention, index. Et le M, le majeur. Voilà. Alors c'est un petit moyen mémotechnique. Alors bien évidemment, on va pas utiliser des PIM pour les tâches de tous les jours, mais plutôt quand par exemple on ne sait pas faire une tâche ou alors qu'on est plutôt fatigué, qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps ou qu'on veut faire trop vite. Donc c'est une technique. On se dit bon allez, PIM, perception, intention, manière d'agir. Et du coup, ça nous permet de nous recentrer sur la tâche. Alors, je vais vous faire un autre petit test. Donc, quel PIM? Alors, les garçons, écoutez bien, c'est une spéciale dédicace pour vous. Tracez un cercle avec un compas. Oui, il y a une faute là que j'avais demandé qu'on corrige d'ailleurs, avec cercle avec un compas. Ah oui, tracer un cercle avec cercle. Non, c'est tracer un cercle avec un compas. Oui, c'est une erreur. Alors, à votre avis, corrige, mais c'est pas que corrige, c'est pas grave. L'intention, je cherche à faire quoi? Tracer un cercle. Je vais dire un cercle, un tracé.
Représenter une Alors, figure. déjà, on regarde la position de la mine du compas. La perception, je fais attention à quoi? À pas faire tourner l'écartement de mon compas. Ouais, Moi, en c'est ce que gros. je ferais. Donc, c'est faire un cercle précis. Et puis, la manière d'agir, c'est faire les mouvements précis pour faire tourner le compas sans lever la mine de la feuille. Donc, plus on utilise finalement ce questionnement de PIM, plus on est sûr d'être bien concentré sur ce qu'on est en train de faire et sur la réussite de ce qu'on est en train de faire. Alors, si par exemple, je vous demande de regarder cette image, donc c'est une image de frites, hein, tout simplement, et de vous souvenir soit du goût, soit de l'odeur. Est-ce que vous l'avez? Oui. Oui. Très bien. Ok. Donc, qu'est-ce que vous avez fait finalement? Vous êtes passé d'une perception visuelle, c'est-à-dire que vous avez vu les frites, à une perception qui est plutôt interne et qui est olfactive ou gustative. Donc, on passe d'une perception à une autre, et quand il y a ce changement de perception, alors on peut dire qu'on est actif, qu'on a une attention active et qu'on est concentré. Donc, c'est ce changement de perception qui permet de montrer qu'on est bien dans une attention active et pas passive et qu'on est concentré. De la même façon, je vais vous demander d'imaginer une mangue et un abricot coupés en deux. Oui. Et si je vous dis, par exemple, lequel des deux a un orange le plus vif? Qu'est-ce que L'abricot. vous diriez? Bah, Ça l'abricot. se discute, hein. Tout à L'abricot fait. pour toi, Cyril? L'abricot. Moi, je dirais l'abricot, ouais. Ouais. En fait, les PIM sont totalement individuels à chacun. Le Puis les films à principal, l'abricot sont bons. en fait, c'est de faire cette représentation mentale. Vous avez fait une représentation mentale interne qui s'est convertie finalement en une image. Donc, vous êtes passé d'une perception externe auditive, puisque vous m'avez écouté dans ce que je vous ai dit, à une perception interne qui est visuelle. Vous n'étiez pas simplement attentif à ce que je vous disais, vous avez été actif et donc vous vous êtes concentré. Donc, c'est la même chose. On peut très bien écouter un cours sans être pour autant concentré. Et c'est cette conversion que vous faites par le passage des PIM qui montrera que vous êtes bien concentré. C'est-à-dire que c'est pas simplement écouter ce que le prof vous dit, mais c'est vous dire, bon, alors, quelle est ma perception, quelle est l'intention que je vais avoir que je dois avoir, et quelle est la manière d'agir avec laquelle que je dois utiliser, en fait, pour arriver à ma tâche. Donc finalement, pour conclure, la concentration, c'est avoir une attention active, et voilà le lien qu'il y a entre attention et concentration. C'est deux petites choses différentes, mais qui sont très très liées. Et finalement, pour avoir une attention active, il faut donc dans sa tête avoir un changement de perception, ne serait-ce que, vous avez bien compris, passer de l'externe à l'interne. Il faut aussi avoir une intention et une manière d'agir. Et si vous utilisez donc ces PIM avec les trois doigts que je vous ai montré, cette perception, intention, manière d'agir, on a tout compris. Voilà, exactement. Eh bien, vous vous assurez d'une concentration optimale. Voilà. Eh ben, la différence. Merci beaucoup, Cécile. On peut t'applaudir. On peut liker les cours de Cécile, bien sûr, et le partager si on va apprendre plein de choses. Merci les amis, c'était formidable. Il nous reste plus qu'un tout petit cours qu'on va très vite regarder parce que ça va être très rapide. C'est Sarah et Manon qui toutes les semaines nous font des trucs incroyables à fabriquer, des choses géniales, toujours écologiques. Et je peux vous dire que cette semaine le cours c'est de la bombe. C'est même de la bombe de graines. Vous allez voir, c'est assez dingue. Bonjour Sarah. Salut Alex, salut les profs. Aujourd'hui, on va fabriquer des seed bombs. En français, on dit des bombes à graines.
Alors, pas d'inquiétude, c'est évidemment pas de vraies bombes, c'est des petites boules de terre et d'argile dans lesquelles on a emprisonné des graines et qui te servent à disperser des graines en ville, typiquement. Par exemple, imagine, tu te balades en ville, tu vois un endroit où il y a un peu de terre, mais où il n'y a pas beaucoup de plantes qui poussent, et ben bam, tu balances ta bombe à graines et ça va permettre de faire germer des petites plantes. Ouais, c'est génial, c'est genre un super pouvoir qui fait pousser des plantes, quoi. C'est fou. Ben oui, c'est complètement l'idée de la bombe à graines. À l'intérieur de la terre et de l'argile, il y a des graines. Quand tu vas jeter ta bombe à graines sous l'action de l'eau, la bombe à graines va se casser en morceaux et le petit bout de terre que tu as va commencer à servir de support pour initier la germination de ta graine. Alors, pour faire 5 à 6 petites bombes à graines comme ça, il te faut 6 cuillères à soupe rases de terreau, 5 cuillères à soupe rases d'argile verte en poudre. Il te faut ensuite 4 cuillères à soupe rases d'eau, un récipient dans lequel mélanger, une cuillère à soupe pour faire ton mélange et évidemment des graines. Alors ici, moi j'ai rien acheté, j'ai juste récupéré des graines. J'ai des graines de tomates cerises que j'ai récupérées dans des tomates cerises que j'ai mangées l'année dernière et que j'ai fait sécher. Ah oui, quand même. Et j'ai aussi des graines de ciboulette. Pareil, j'avais de la ciboulette, j'ai laissé germer ma ciboulette, j'ai laissé monter en graines ma ciboulette et j'ai récupéré des petites graines. Donc pas besoin d'acheter des graines, tu peux en récupérer dans plein de plantes que tu as facilement à la maison. C'est parti pour la réalisation. Je commence par mettre mes 6 cuillères à soupe de terreau dans mon pot. Donc, tu essayes de faire des cuillères à soupe assez rases. Hop, 5 et 6. On commence par tout ce qui est sec. Donc ensuite, je vais mettre mes 5 cuillères à soupe d'argile verte. C'est l'argile qui va permettre que ta bombe à graines se tienne. 4 et 5. Ensuite, on mélange un peu. Voilà. Et après, on rajoute l'eau. Alors là, il faut faire un petit peu attention. Le but, c'est d'obtenir une pâte, mais il ne faut pas que ce soit trop liquide. Donc voilà, je commence. J'ai mis mes 4 cuillères à soupe. Et je commence à faire mon mélange. Donc là, c'est peut-être un peu trop sec. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau. On va faire attention parce que si on ne met pas assez, ça risque de s'arrêter. Et c'est bien quand tu as réussi à obtenir une pâte qui se tient bien. Hop, là, ça commence à être pas mal. Peut-être un tout petit peu d'eau en plus. Hop. Et pour finir, on y va avec les doigts pour faire notre pâte. On met la main à la pâte. Voilà. Et là, tu vois, j'ai obtenu une pâte qui se tient bien. Voilà. Et dans laquelle je vais pouvoir façonner ma bombe à graines. Donc, je commence par étaler ma pâte, comme ça. Je vais prendre un petit peu de graines. Je vais prendre des graines de ciboulette. Je vais mettre mes graines au centre de ma bombe à graines. Ah, c'est des graines noires, on ne voit pas forcément le mieux. Mais elles sont là, elles sont au centre de ma bombe à graines. Et après, je vais refermer ma bombe à graines pour cacher les graines bien à l'intérieur. Et je vais façonner ma petite boule comme ça. Voilà. C'est top, hein. Je tasse bien. Et voilà. C'est prêt. Donc là, tu as fait ta bombe à graines. Il n'y a plus qu'à la laisser sécher environ 24 heures. Et au bout de 24 heures, elle va devenir dure comme celle-ci. Et là, tu peux les utiliser. Et genre, on peut planter la bombe à graines à la maison dans un pot Et aussi. n'oublie pas que pour utiliser ta bombe à graines, il faut que tu la plantes dans un endroit où il y a de la terre. Et du coup, dans un pot, ça marche ou pas? Si on la fait dans un pot à la maison? Alors oui, ça marche aussi dans un pot à la maison. Et d'ailleurs, une bombe à graines, fabriquer des bombes à graines, ça peut être une super idée de cadeau, d'anniversaire, un petit peu original et poétique comme ça à offrir.
Eh ben, merci beaucoup, Sarah, pour ce super do it yourself. Et on en prend tous de la graine. Merci Alex, à bientôt. À bientôt, Sarah. C'était très clair, c'est très nature, c'est formidable. Merci les amis, c'était un bonheur comme d'hab. On se retrouve dimanche prochain. Après notre dîner de la semaine dernière, ça va être triste de passer une semaine sans se voir tous ensemble. On a bien rigolé. C'était très sympa, vivement qu'on en fasse un nouveau. Dimanche prochain, même chaîne, même bonheur, avec un invité de marque, les amis, ce sera le Mandalorian. Alors, c'est pas le vrai, hein. Mais c'est Dominique qui fait sa voix en France et qui fait la voix du Mandalorien. Exactement. Bah, t'as le casque, il était tout prêt à chaque fois. Bah, faut que tu l'aies la semaine prochaine, on va se marrer. Il sera avec nous, il va nous expliquer comment il double ses films incroyables et ses séries. Et on va apprendre plein de trucs sur sa carrière de comédien aussi. Voilà. À très vite. Merci beaucoup à tous, comme toujours. À très vite. C'était Alex. Goodbye. À bientôt. Salut. 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 Alors, le générique part pas. Bah, ça marche plus. Je vais le lancer moi-même. Au risqué. Ce sera plus simple. C'est parti pour le générique. Hop.